100% consacré à une audition très attendue aujourd'hui au Sénat. Le président de l'Arcom est entendu par les élus. Plusieurs thèmes brûlants à l'ordre du jour, et notamment celui de la situation de l'audiovisuel public. On file en audition, on en reparle juste après. Et nous accueillons ce matin M. Martin Ajdari, président de l'Arcom, que je remercie évidemment vivement d'avoir accepté notre invitation. C'est votre première fois que vous venez en tant que président en exercice, et nous en sommes évidemment particulièrement heureux. Je rappelle que l'Arcom est l'autorité publique indépendante chargée depuis le 1er janvier 2022 de la régulation des secteurs audiovisuels et numériques. Ces deux univers sont, on le sait, étroitement liés. La transformation des usages et la convergence des modes de diffusion exposent nos acteurs nationaux à une concurrence internationale de plus en plus vive. Cela doit nous conduire à nous interroger en permanence, évidemment, sur les adaptations nécessaires pour renforcer durablement ces acteurs nationaux face à des groupes mondiaux qui disposent de moyens technologiques et financiers considérables. Monsieur le Président, nous entendons le président de l'Arcom au moins une fois par an. C'est une obligation légale sur le rapport annuel de l'autorité au titre de l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986. Toutefois, c'est l'actualité récente qui nous a également amené à programmer l'audition d'aujourd'hui. D'une part, le décès tragique cet été du streamer Raphaël Graven lors d'une émission diffusée en direct sur la plateforme Kik a rappelé la gravité des enjeux sur certaines plateformes. Cet événement met en lumière la difficulté d'agir face à des plateformes établies hors de France, alors même que la justice avait été saisie depuis plusieurs mois. Le règlement européen sur les services numériques impose aux plateformes des responsabilités accrues, notamment grâce à l'action des signaleurs de confiance. Des interrogations, bien entendu, demeurent. Quelle a été l'action de l'Arcom vis-à-vis de Kik ? Le dispositif européen permet-il d'agir assez vite ? Faut-il aller plus loin en rapprochant le régime des plateformes de celui qui s'applique à l'audiovisuel ? Des questions similaires se posent d'ailleurs en matière de protection des mineurs en ligne sur les grandes plateformes, sujet qui a fait l'objet la semaine dernière d'une conférence que vous avez organisée et d'où vous pourrez sans doute nous dire un mot. D'autre part, des extraits vidéo diffusés sur Internet le 5 septembre dernier ont mis en cause la neutralité du service public de l'audiovisuel. Cette discussion a conduit à la suspension du journaliste Thomas Legrand de l'antenne de France Inter. Nous avons été nombreux à nous émouvoir de la suspicion que ces propos pouvaient générer quant à l'impartialité de la radio publique. Le pluralisme des opinions est une chose, la neutralité du service public en est une autre. Elle suppose de distinguer clairement information et commentaires, journalistes et éditorialistes, tout en garantissant l'indépendance éditoriale, évidemment. Nous entendrons la semaine prochaine les présidentes de France Télévisions et de Radio France, que vous avez également auditionnées sur ce sujet il y a quelques jours. Ces questions sont bien entendu cruciales, car elles ont un écho important dans le débat public. Pouvez-vous préciser quelles sont les conclusions que l'Arcom a tirées des auditions réalisées ? L'Arcom a indiqué avoir engagé des travaux, une étude, dans les semaines à venir. Comment entendez-vous contribuer rapidement à participer à cette réflexion sur la neutralité ? Enfin, se pose plus largement la question de l'avenir du modèle de l'audiovisuel public. La Cour des comptes a récemment souligné les fragilités économiques et sociales de France Télévisions. En juillet, le Sénat, pour sa part, a adopté en deuxième lecture la proposition de loi sur la réforme de l'audiovisuel public et la souveraineté audiovisuelle, qui attend d'être étudiée en seconde lecture à l'Assemblée nationale. Je rappelle, pour terminer, Monsieur le Président, que cette audition est enregistrée et diffusée en direct sur le site Internet du Sénat. Et je vais à présent, Monsieur le Président, vous laisser la parole pour une intervention liminaire. Puis, bien entendu, chacun d'entre vous pourra interroger le président de l'Arcom. Et nous commencerons par les questions de notre rapporteur sur les crédits audiovisuels, Cédric Vial. Monsieur le Président, la parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, merci beaucoup de m'inviter pour cette première audition, pour ce qui me concerne depuis ma prise de fonction, dont l'objet, au terme de la loi, comme vous l'avez rappelé, est de vous présenter le rapport d'activité 2024 de l'Arcom,
période antérieure à ma prise de fonction, mais ce sera l'occasion évidemment d'évoquer notre actualité, nos perspectives, les enjeux que vous avez évoqués, même si évidemment je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir ensuite à travers les questions que vous me poserez. Ce que je vous propose dans ce propos introductif, c'est de l'aborder en deux temps et en reprenant en quelque sorte les deux grandes thématiques que vous avez évoquées. Un premier temps consacré aux missions historiques de l'ARCOM, en centrant le propos sur la gestion du spectre hertzien, le soutien à la création et le pluralisme, et puis un second temps consacré à la régulation du numérique l'année 2024, ayant été marquée par l'entrée en vigueur de textes majeurs. Et je finirai par quelques remarques sur des questions qui occupent l'actualité. Avant toute chose, et pour cette première audition, je voudrais rendre hommage aux membres du collège que j'ai l'honneur de présider, en soulignant, c'est très important, c'est au cœur de notre indépendance, l'importance de la collégialité de nos décisions et de nos travaux, et aussi d'ailleurs rendre hommage aux agents de l'ARCOM dont je salue le dévouement à leur mission que je constate tous les jours. Les services sont ici représentés par Alban de Nervaux, Pauline Blassel, directeur général et directrice générale adjointe, qui m'accompagneront pour répondre à vos questions. Quelques mots tout d'abord sur la plateforme TNT qui a connu en 2024 d'importantes évolutions avec le lancement d'un appel à candidature inédit pour 15 chaînes, dont 10 gratuites. Une procédure au terme de laquelle l'ARCOM a autorisé le 11 décembre 2024 deux nouvelles chaînes, T18 et Nouveau 19, et n'a pas renouvelé deux autorisations, celle de C8 et de NRJ12. Sans revenir en détail sur cette décision qui était factuellement antérieure à ma prise de fonction, mais qui a suscité des débats, interrogations dont la marque est encore présente et dont je crois pouvoir dire que j'ai pris toute la mesure, je voudrais rappeler que cette procédure a rigoureusement suivi ce que prévoit la loi, des principes, des étapes. Il y avait au total plus de candidats que de chaînes, que de fréquences disponibles. Et pour départager, le collège s'est fondé sur une appréciation des mérites respectifs des projets, l'expérience acquise par les sortants, 8 sur 10 ont été reconduits, mais aussi leurs éventuels manquements, parfois flagrants et pas de nature politique, contrairement à ce que j'ai parfois pu entendre, et bien sûr en se fondant sur l'intérêt des nouveaux projets. Non, la parole est au président de l'ARCOM. Allez-y, monsieur le président. Ces mouvements qu'a connus la TNT gratuite, couplés à la décision du groupe Canal+ de se retirer de la TNT payante, ont conduit l'ARCOM à adopter une nouvelle numérotation déployée le 6 juin, avec plusieurs objectifs dictés par l'intérêt du public, notamment assurer la continuité de la numérotation et puis créer un bloc de chaînes info dans un objectif de lisibilité, un bloc de chaînes info qui, je crois, a fait la preuve de sa pertinence puisque les audiences des 4 chaînes, à un niveau ou à un autre, sont en progression. Tout comme l'avancement de France 4 et de la chaîne parlementaire Assemblée nationale et de Public Sénat, qui, selon les données aujourd'hui disponibles, encore provisoires, ont connu des progressions, des audiences en progression. Plus largement et au plan économique, l'année 2024 a encore été marquée par la poursuite d'une dynamique positive pour les médias audiovisuels et le soutien qu'ils apportent sous le contrôle de l'ARCOM à la création audiovisuelle. Les obligations de financement dans la production audiovisuelle sont ainsi passées de 860 millions d'euros en 2019 à 1,2 milliard en 2023, soit une progression de 40% grâce à la hausse combinée de la contribution des chaînes privées, de l'engagement accru de France Télévisions dans la création audiovisuelle et à l'intégration réussie, accompagnée par l'ARCOM, des services tels que Netflix, Disney+, et autres Amazon, dont les obligations de production représentent un quart du total aujourd'hui. Les chiffres 2024, pas encore totalement définitifs, confirmeront cette tendance positive qui montre tout l'intérêt et le succès de la directive SMA qu'il faudra veiller à préserver dans les prochains temps au moment où sa révision se profile. Mais ce cycle positif au plan économique s'est déjà retourné avec un recul des recettes de publicité des chaînes de télévision de 5% au premier semestre 2025. 5%, y compris leurs offres délinéarisées, avec une durée d'écoute qui est en net repli.
Deuxièmement, un ralentissement de la progression des abonnements aux services de médias à la demande. Et troisièmement, la diminution sensible en 2025 de la subvention versée à France Télévisions, une tendance qui semble vouée à se poursuivre en 2026. À ce sujet, les contraintes budgétaires du pays sont là, incontestables, incontournables. Je crois qu'il faut aussi, et c'est le rôle du régulateur, signaler que des réductions des coupes, si elles sont trop soudaines, peuvent avoir un impact très déstabilisateur sur l'ensemble de l'écosystème de la production audiovisuelle qui a besoin d'un minimum de visibilité ou de stabilité et d'anticipation. Et aujourd'hui, au-delà de la création audiovisuelle, de la production, c'est l'ensemble de l'économie de la télévision et donc des missions qu'on en attend, du service public, mais de l'ensemble des éditeurs privés qui sont en passe d'être fragilisés. Et c'est, je pense, un thème sur lequel nous reviendrons. L'autre grand média hertzien, la radio, voit quant à elle sa diffusion traditionnelle, linéaire et analogique en FM de plus en plus contestée, notamment par l'écoute sur smartphone, ce qui nécessite de la faire évoluer. Un des leviers que vous avez défendu dans votre proposition de loi, Monsieur le Président, c'est le déploiement du DAB+, avec comme objectif d'augmenter l'offre dans un contexte de saturation de la bande FM, de préserver l'universalité et la souveraineté de la diffusion, tout en améliorant la qualité de l'écoute. Le livre blanc de la radio, publié en juin 2024 par l'ARCOM, a permis d'amorcer une vraie dynamique, mais les progrès en termes de notoriété et d'équipement sont encore trop lents et nous avons décidé d'en renforcer le pilotage lors des assises de la radio le 5 juin 2025, en créant avec la Direction générale des médias, industrie culturelle et avec l'association Ensemble pour le DAB+, un groupe de suivi. Nous y évoquerons également d'autres chantiers importants relatifs à l'assouplissement des mentions légales pour la publicité en radio ou les conditions d'exposition de la musique pour lesquelles une réflexion est en cours. Dernier élément notable en 2024 concernant les missions historiques de l'ARCOM que je souhaite aborder ce matin, le pluralisme de l'information avec la décision du 13 février 2024 du Conseil d'État, décision qui impose à l'ARCOM d'étendre son contrôle, jusque-là limité à l'équilibre des temps de parole des personnalités politiques, de l'étendre aux opinions exprimées par l'ensemble des intervenants, chroniqueurs ou invités. En application de cette décision, l'ARCOM a adopté en juillet 2024 une délibération pour préciser ce nouveau contrôle qui vise désormais à s'assurer, je cite, de l'absence de déséquilibre manifeste et durable, mesuré en l'occurrence pour 1 mois sur les chaînes d'info, 3 mois pour les chaînes généralistes, l'absence de déséquilibre manifeste et durable dans l'expression des courants de pensée, mesurée selon 3 critères, la diversité des intervenants, la variété des thèmes traités et la pluralité des points de vue. C'est une délibération qui a suscité beaucoup d'interrogations, notamment de la part des chaînes auxquelles elles appliquent, toutes les chaînes, privées comme publiques. Et dès ma prise de fonction, j'ai souhaité qu'on puisse avoir un dialogue avec les chaînes pour mesurer, évaluer les conditions de mise en œuvre de cette délibération. De nombreuses consultations ont eu lieu au premier semestre, d'où il ressort que, en général, les chaînes se mettent en situation de suivre de manière assez précise les thèmes traités à l'antenne et les invités et leurs invités, à l'exclusion de tout fichage. Ils notent le nom de leurs invités pour en montrer la diversité, en se passant évidemment de toute connotation idéologique associée qui s'apparenterait à un fichage. En revanche, les mêmes éditeurs nous ont fait part de difficultés pour mesurer la diversité des points de vue et des opinions. C'est pas très surprenant, mais c'est un constat d'une difficulté auquel ils sont confrontés. Et c'est donc un domaine nouveau dans lequel nos modalités et critères de contrôle devront s'affiner au gré des saisines dont nous ferons l'objet, puisque vous savez que nous construisons notre doctrine aussi en fonction des saisines, sans nous autosaisir nous-mêmes. J'en viens maintenant au second temps de ce propos sur la régulation numérique au sens le plus large, avec en 2024 et en 2025 des évolutions assez importantes s'agissant des compétences et aussi des actions de l'ARCOM. S'agissant de ces compétences, d'abord bien sûr la désignation de l'ARCOM dans la loi SREN de 2024 comme coordinateur du règlement sur les services numériques en France. Règlement sur les services numériques qui est lui-même entré en vigueur début 2024. Je le rappelle parce que c'est tout de même très récent. Il y a énormément d'impatience légitime en matière de régulation du numérique, mais les outils dont l'Union européenne s'est dotée et avec elle l'ensemble des États sont assez récents.
La mission de l'ARCOM, dans ce cadre, consiste à s'assurer, d'une part, du respect par les plateformes installées en France de leurs obligations de moyens en matière notamment de modération, ressources de modération des contenus qui circulent sur leur réseau, d'ergonomie des modalités de signalement, d'examen de leurs algorithmes pour mesurer leurs éventuels risques. Mais l'ARCOM, surtout, contribue à la régulation conduite par la Commission européenne des plus grandes plateformes, les TikTok, X, Facebook, Instagram, YouTube, qui concentrent une très très large majorité des usages et dans lesquels, même si nous ne sommes pas directement compétents, nous exerçons un contrôle, un suivi de proximité qui a vocation à alimenter les travaux de la Commission. Et puis, nous avons vocation à coopérer avec l'ensemble de nos homologues européens lorsque des contenus problématiques sont hébergés sur des plateformes établies dans d'autres États. Et c'est d'ailleurs pour une part ce qui a été mis en défaut dans le cas de la plateforme Kik qui accueillait le programme Jean Pormanov, du nom du pseudonyme de Raphaël Graven, dont vous avez évoqué le décès dramatique en direct à la fin du mois d'août. Sur cette séquence, puisque vous m'y interrogez, j'ai entendu évidemment beaucoup de comment aurais-je pu ne pas le faire, beaucoup de propos et de critiques sur le fait que l'ARCOM avait laissé ce programme être diffusé malgré son caractère choquant. Ce reproche, en tout cas l'émotion qu'a suscité cet événement est évidemment tout à fait compréhensible et légitime. Ensuite, il y a peut-être eu, et ça c'est aussi notre devoir, de mieux nous expliquer, de mieux communiquer, une incompréhension sur le champ de nos missions dans le domaine du numérique, qui est assez différent de ce qu'il est dans le domaine audiovisuel, où, confronté à des éditeurs qui ont une responsabilité éditoriale, notre mission est d'agir sur les contenus. S'agissant du règlement sur les services numériques ou de la loi SREN, nous n'avons pas de compétences pour apprécier la légalité des contenus, ni pour en demander le retrait. C'est la mission de la justice, mission qu'elle exerce. En l'occurrence, la justice s'était saisie dès la fin 2024 de cette affaire, avait placé en garde à vue deux protagonistes, entendu les acteurs et n'avait pas considéré à l'époque devoir y donner suite. Ça n'enlève rien au fait que cet événement dramatique nous pose question. Il nous invite à renforcer nos mécanismes de coopération entre administrations nationales, avec la justice, avec les signaleurs de confiance, les associations, pour être plus réactifs. Nous allons à cette fin réactiver en octobre l'Observatoire de la haine en ligne pour créer les conditions de cette réactivité. Nous devons aussi coopérer mieux au niveau européen et nous avons eu, pas plus tard que la semaine dernière, au Comité européen des services numériques, qui est l'organe un peu dirigeant du RSN, nous avons évoqué le cas de la plateforme Kik précisément comme un exemple de coopération à améliorer. Donc, à défaut d'avoir répondu assez précocement dans cette affaire, nous essayons résolument d'en tirer les enseignements. Je voudrais aussi d'ailleurs, parce que c'est une priorité, y consacrer plus de moyens dans le cadre de ceux que le Parlement voudrait bien nous accorder. Toujours au titre du RSN, comme vous l'avez évoqué, nous avons en 2024 désigné et 2025 de nombreux signaleurs de confiance, ces acteurs le plus souvent associatifs qui ont vocation à signaler aux plateformes des contenus dont le caractère illicite ne fait aucun doute, qu'il s'agisse d'arnaques, de contrefaçons ou de messages haineux ou dangereux pour les enfants. Et ce sont des signalements qui bénéficient d'une priorité de traitement et donc de retrait rapide. C'est donc un moyen de démultiplier l'action de régulation du numérique. Un premier signaleur avait été désigné dès novembre 2024, l'association e-Enfance, qui intervient, comme son nom l'indique, dans la protection de l'enfance en ligne. Le mouvement s'est accéléré avec la désignation de 7 nouveaux signaleurs dans des domaines aussi divers que la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, la défense des consommateurs, la lutte contre le piratage, les cyberviolences ou la prévention des addictions. Vous le voyez, l'enjeu, c'est de faire réseau, mobiliser tous les acteurs. Et l'action, comme je le disais, de ces signaleurs permettra demain de démultiplier la régulation prévue par le règlement sur les services numériques. La loi SREN que vous avez votée, toujours elle, a également doté l'ARCOM de nouvelles compétences dans 2 champs très emblématiques que je voulais signaler. Le premier, c'est la possibilité pour l'ARCOM de faire cesser
après mise en demeure la diffusion de médias russes faisant l'objet de sanctions directes ou indirectes. C'est une possibilité que nous avons mobilisée et qui nous a permis en 2025 d'obtenir l'arrêt de la diffusion de 2 chaînes par Eutelsat et le déréférencement ou le blocage de 19 sites officiels de médias russes. C'est un travail qui va continuer puisque le législateur nous y a invités. Deuxième champ, encore plus notoire, l'interdiction effective de l'accès des mineurs aux sites pornographiques. Conformément à la loi, l'ARCOM a publié à l'automne 2024, après avis de la CNIL, un référentiel définissant les exigences applicables au système de vérification de l'âge qui doivent à la fois être efficaces et à la fois protecteurs des données personnelles. Et au cours des derniers mois, dès que les textes réglementaires ont été publiés, dès également que la plupart des recours, les nombreux recours intentés par de nombreux sites ont été écartés, pour le moment, nous avons pu enjoindre à la douzaine de sites disposant de l'audience la plus importante en France de se conformer à la loi sous peine de blocage ou de déréférencement. Et cette démarche a produit des résultats puisque tous les sites visés ont soit été bloqués pour l'un d'entre eux, soit ont décidé de fermer assez bruyamment leurs services en France. C'est le cas de Pornhub et YouPorn invoquant la liberté guidant le peuple de Delacroix. Soit, pour la plupart, se sont conformés. Et même si nous sommes bien sûr loin d'avoir tout réglé, puisqu'il reste tous les sites de moindre audience auxquels nous allons nous intéresser maintenant, même s'il reste des moyens de contournement, on sait que ça existe et nous y travaillons aussi. Néanmoins, ces derniers mois ont montré que la volonté du législateur, très clairement réaffirmée, y compris face à la perplexité de la Commission européenne, et qu'ensuite l'action du régulateur et de l'ensemble du gouvernement permettent de changer la donne, au moins en tout cas de considérer qu'il n'y a pas de fatalité à l'accès libre à des contenus dangereux en ligne, notamment pour les enfants. Je m'arrête là pour ce bilan anglais 2024, mais vous l'avez vu, qui nous donne une ouverture sur 2025, pour garder quelques minutes sur des chantiers prioritaires pour l'ARCOM en cette rentrée. Le premier, il est directement lié à ce que j'évoquais, c'est la protection des mineurs en ligne, avec jeudi dernier une étude très complète que nous avons présentée qui met en évidence la fréquence et la précocité croissante avec laquelle les enfants et les adolescents sont exposés à des risques multiples. Catherine Morin-Desailly y a représenté le Sénat et exposé les préoccupations qui ont inspiré votre résolution adoptée en juillet dernier. Nous tirons de ces études vraiment édifiantes 2 priorités pour les prochains mois. D'abord, la première priorité, c'est que là où les plateformes ont, dans leurs propres conditions générales d'utilisation, une limite d'âge à 13 ans, au moins qu'elles les appliquent. Aujourd'hui, on a 40% des 11-12 ans qui accèdent à ces réseaux, donc en contournant l'obligation théorique des plateformes. Faisons-la appliquer dans l'attente des débats sur la majorité numérique qui ne manqueront pas d'avoir lieu devant le législateur. Ensuite, s'assurer que les plateformes ne proposent aux mineurs que des services expurgés de tout ce qui est dangereux pour eux, l'incitation à des comportements à risque ou à des troubles alimentaires, des contenus choquants, des fonctionnalités addictives comme le scrolling infini, les contacts avec des adultes potentiellement malveillants. Nous auditionnerons à cette fin toutes les plateformes les plus importantes à partir de cet automne pour mesurer les progrès qu'elles font sur ces différents champs et en faire part à la Commission, mais aussi au public, pour qu'on puisse avoir un peu plus de mise en tension autour des objectifs légitimes de protection des mineurs. Deuxième chantier majeur, l'évolution de la TNT à court comme à long terme. Vous l'avez sans doute vu, compte tenu de l'état du marché publicitaire, de la fragilité de certaines télévisions, nous avons décidé de ne pas réaffecter pendant 2 ans les fréquences laissées disponibles par le départ de Canal+ de la TNT. Ça, c'est le court terme, comme la loi nous en donne la possibilité. Pour le long terme, nous avons décidé d'engager une réflexion sur l'avenir du mode de diffusion TNT, hier prépondérant, encore indispensable aujourd'hui pour de nombreux foyers, notamment ceux qui sont les plus isolés géographiquement, mais qui est un mode qui décline dans un monde de plus en plus numérique et délinéarisé. Et il faut s'interroger demain sur quel champ, quels objectifs pour la diffusion hertzienne, quelle modernisation et en même temps quels nouveaux outils de régulation qui ne dépendent pas de la régulation de la diffusion hertzienne ou pas seulement, pour assurer aux médias qui produisent de l'information, qui produisent des contenus culturels, comment leur assurer la visibilité et le soutien économique qu'ils méritent, comment lutter contre les asymétries réglementaires et concurrentielles. C'est un sujet, je sais, qui vous intéresse beaucoup et c'est
sous la forme en quelque sorte d'un livre blanc, que nous voudrions aborder ces enjeux prospectifs pour les prochaines années. Troisième priorité, le service public de l'audiovisuel, dont nous pensions être saisis surtout sous l'angle de sa gouvernance. Et cela, évidemment, dépendra des travaux à venir, notamment à l'Assemblée nationale. Un service public dont nous avons, en tant que régulateur, pour mission de protéger l'indépendance et de veiller à ce qu'il soit en mesure d'assurer ses missions essentielles d'information locale, nationale, internationale, de diversité culturelle, de présence et de représentation des territoires et des Outre-mer. Quelques jours après la diffusion d'extraits vidéo qui ont donné lieu à de vifs débats, le collège de l'Arcom et à la suite de saisines d'un grand nombre de sénateurs, l'Arcom a auditionné le 17 septembre les présidentes de France Télévisions et de Radio France pour recueillir leurs observations sur cette séquence, mais qui avait déjà donné lieu à des décisions, mais aussi et surtout pour faire le point sur les questionnements plus larges, d'ailleurs antérieurs à cette séquence, auxquels elle a pu donner lieu sur l'impartialité. Alors, je sais qu'on parle souvent de neutralité. Moi, je préfère le terme d'impartialité parce qu'il figure dans la loi, même s'il n'est pas précisé. Et la conviction du collège, antérieure à cet événement, qui d'ailleurs peut trouver également un fondement dans le rapport des États généraux de l'information, notamment son groupe 3, qui était présidé par Christopher Baldelli, que vous connaissez. Il signalait que autant le pluralisme est une obligation qui s'applique à l'ensemble des médias, privés comme publics, autant l'impartialité est dans la loi une des valeurs dont le régulateur est le garant, comme l'indépendance, mais une notion qui n'est pas précisée aujourd'hui. Contrairement à l'indépendance, dont on voit que le financement et le mode de nomination des dirigeants sont un gage, pour l'impartialité, c'est une valeur, mais elle n'est pas déclinée. Nous avons donc annoncé des travaux que nous souhaitons engager pour les prochaines semaines et prochains mois, des travaux qui viseront à préciser, à objectiver cette notion d'impartialité, lui donner un caractère plus concret. Deuxièmement, mesurer la perception et les attentes du public par des études qui peuvent être quantitatives et qualitatives que nous souhaitons conduire en les confiant à des personnalités juridiques, académiques, universitaires, journalistiques qui auraient toutes les compétences pour mener ces travaux, et puis évaluer les outils qui existent au sein des sociétés audiovisuelles publiques, parce qu'à des niveaux variables, selon les cas, les présidentes, les directions ont engagé ces réflexions, sans les objectiver, sans les rendre, je dirais, sans en faire un outil de communication vers leur public, mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut attendre du service public pour qu'il donne dans un monde, dans un contexte de défiance à l'égard des médias et des institutions en général, donner plus de gages sur la façon dont ils travaillent pour s'assurer que cette exigence d'impartialité, ils se la donnent comme objectif. Je précise que nous sommes loin d'être le seul pays en Europe à être confronté à cette question, que la BBC notamment a conduit de très nombreuses études avec l'Ofcom, ou sous le contrôle de l'Ofcom, dans les dernières années. Je ne peux pas achever ce propos introductif sans mentionner le projet de loi relatif aux États généraux de l'information dont vous serez prochainement saisis. Je veux surtout le mentionner car il devrait apporter des inflexions importantes en matière de concentration, de modernisation du contrôle des concentrations plurimédias. C'est une modernisation du pluralisme externe, de son suivi, qui pourrait aussi d'ailleurs être l'occasion pour le législateur de s'interroger sur la portée du pluralisme interne, qui, on l'a vu, soulève de nombreuses questions, même si à ce stade, ce n'est pas prévu dans l'avant-projet de loi. C'est en tout cas au cœur de la légitimité du législateur. Pour finir, deux dimensions importantes de notre action, que sont la lutte contre le piratage, en réitérant notre souhait, notre impatience de voir les dispositions de votre proposition de loi trouver une traduction rapide. Et deuxièmement, une mission qui est moins connue, mais qui est confiée à l'Arcom depuis 1 an et demi, l'accessibilité des sites Internet publics, des 200 ou 300 000 sites Internet publics aux personnes en situation de handicap, qu'avec 1 ou 2 personnes aujourd'hui nous exerçons et dont nous commençons à avoir des résultats assez probants parce que nous allons voir les sites les plus importants, nous obtenons des résultats et c'est aussi une illustration de notre action dans l'intérêt du public.
Voilà, mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs, Monsieur le Président, pardon si j'ai été un peu long, mais je souhaitais souligner les enjeux sur lesquels vous trouverez en l'ARCOM un régulateur déterminé et toujours à votre écoute, et bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Président, pour ce propos liminaire qui est déjà très complet, mais sur lequel, vu le nombre de personnes inscrites, nous allons certainement revenir. Et on va commencer par les premières questions de notre rapporteur Cédric Vial. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les Présidents. Je vais essayer de laisser la place à mes collègues et de ne pas arroser trop large. Mais j'ai 3 questions. La première, Monsieur le Président, suite au rapport publié de la Cour des comptes, avec un discours qui l'accompagnait très inquiétant, très alarmant, sans rentrer dans le détail aujourd'hui, du président Moscovici, se posait une question également, et au vu de certaines mesures qui ont été prises par France Télévisions, se posait la question de savoir à partir de quand certains acteurs de France Télévisions ou peut-être du ministère de l'ARCOM étaient au courant de ce rapport, et notamment, étiez-vous, vous ou certains membres, au courant de la publication de ce rapport ou de ses conclusions, de ses pré-conclusions, au moment de la procédure de nomination de la présidente de France Télévisions? Ma première question. La deuxième question, elle est d'actualité. Vous avez rappelé l'affaire qu'on appelle le Grand Cohen, qui pose un certain nombre de questions. Vous l'avez dit, l'audiovisuel public et l'audiovisuel, de manière générale, repose sur 3 piliers qui sont l'indépendance, le pluralisme et l'impartialité. Dans ce cas-là, on a un vrai problème avec l'indépendance. C'est-à-dire que, sans vouloir faire de parallèle avec un autre procès dont on a beaucoup parlé aussi dans l'actualité récente, si vous nous imaginions 2 personnes qui se réunissent pour discuter avec une troisième personne extérieure à leur rédaction, mais pour essayer de mettre en place une stratégie pour influencer le cours d'une élection présidentielle en mettant en place des moyens qui ne sont pas légaux, même si ces moyens n'étaient pas mis en place au final, on pourrait avoir envie de qualifier ces faits. En tout cas, dans le jugement du procès Sarkozy, ces faits ont été qualifiés et on a une sorte de parallélisme qui pourrait paraître étonnant. Qu'est-ce que ça pose dans ce cas-là comme question? Ça pose la question de l'indépendance. C'est-à-dire que c'est des agents du service public qui proposent de mettre à disposition leur position et donc les moyens de l'État français. Là, dans le cas Sarkozy, c'était les moyens d'un État étranger. Mais là, c'est les moyens de l'État français pour essayer d'influencer une élection présidentielle. En essayant de se servir de leur position de journaliste pour non pas informer de manière impartiale ou de présenter les informations de manière honnête, comme le prévoit la loi, mais dans le but d'influencer des électeurs et donc de mettre en place une stratégie, donc de tromper les auditeurs ou les téléspectateurs. C'est un enjeu majeur. Je pense que c'est le rôle du législateur, et probablement le vôtre, vous allez nous répondre, de veiller à ce que ce type de pratiques ne puissent pas se dérouler parce qu'elles sont contraires à la loi sur le service public et sur la TNT, j'allais dire, de manière générale. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce point? Est-ce que vous avez été saisi par les sénateurs? Vous l'avez dit. Quelles conclusions vous en avez tirées après vos auditions avec les présidentes de chaîne? Est-ce que vous avez d'autres saisines? Parce que vous avez dit que vous réfléchissiez au fur et à mesure des saisines. Est-ce que vous avez d'autres saisines sur cette affaire? Est-ce qu'il y a une instruction qui est en cours pour des sanctions éventuelles qui pourraient aller au-delà des sanctions des patronnes de chaîne sur les personnes incriminées? Et deuxièmement, vous avez dit que vous lanciez une réflexion sur l'impartialité. Est-ce que vous pouvez aussi nous préciser les différences que vous voyez entre ce qui doit se passer en matière de règles d'impartialité, de pluralisme et d'indépendance dans le secteur public et dans le secteur privé? Parce qu'il y a aussi ce débat dans l'actualité de dire que le privé n'avait pas forcément les mêmes règles que le public, y compris s'ils étaient sur le domaine public de la TNT. Est-ce que vous pouvez nous préciser ces différents points, puisqu'on voit aujourd'hui des tensions qui apparaissent entre des groupes privés et des groupes publics qui semblent ne pas être souhaitables pour la suite. Et une dernière question concernant, là, cette fois-ci, la notion de pluralisme, pluralisme interne. Qu'on peut rencontrer à la fois sur des chaînes publiques, on pense à une chaîne de radio bien connue, pour laquelle de nombreuses questions se posent, ou sur des chaînes privées. Est-ce que là, vous avez aussi une manière
en dehors des saisines que vous pouvez avoir, une manière de faire avancer un petit peu cette situation sans attendre justement des sanctions et peut-être la sanction ultime qui est le retrait d'une fréquence. Comment peut-on avancer là-dessus? Et deuxièmement, la question de la traçabilité, j'allais dire, excusez-moi du terme, la transparence, la traçabilité, notamment des intervenants. Il y a eu un cas encore récent avec l'interview de Caroline Roux à Mathieu Picasse qui a oublié de présenter un peu la personne qu'elle interrogeait, de présenter les liens qu'elle pouvait avoir avec lui ou qu'il pouvait avoir avec la chaîne ou sur le discours. On a régulièrement le cas aussi sur des chaînes d'information. Comment peut-on, où on a des gens qui sont présentés comme journalistes, mais on ne sait pas s'ils interviennent au nom de leur rédaction, s'ils sont chroniqueurs, s'ils sont salariés ou s'ils sont bénévoles, comment peut-on faire avancer cette notion pour que le téléspectateur puisse avoir connaissance, confiance de la situation des personnes qui parlent, d'éventuels conflits d'intérêts qui pourraient se poser et créer un cadre qui soit un cadre sécurisant pour les téléspectateurs et les auditeurs en matière de pluralisme. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous laisser répondre déjà à la première question dense de notre rapporteur. Une question avec une question effectivement extrêmement riche avec beaucoup de dimensions. Je vais essayer de ne rien oublier. N'hésitez pas à me rappeler alors si j'ai omis un des points que vous avez soulevé. Sur la Cour des comptes, pour le premier point que vous avez évoqué, alors non, nous savions qu'un contrôle de la Cour des comptes était en cours, parce que ça, c'était pas un secret depuis de nombreux mois, et ces travaux, généralement, se déroulent sur une durée assez longue, mais nous n'avions pas du tout connaissance ni du rapport définitif, ni d'éléments provisoires qu'il est de coutume d'envoyer aux administrations et, en l'occurrence, aux régulateurs. Pour être complètement précis, nous avons eu des éléments à la fin du mois de mai, donc à peu près 2 semaines après la décision que nous avons prise. Pour autant, je tiens à le dire, il y a dans les constats de la Cour des comptes qui sont alarmants sur la situation financière capitalistique des analyses qui ne sont pas si différents des points d'attention que nous avions nous-mêmes relevés dans notre bilan quadriennal adopté en janvier 2025 avant ma prise de fonction. Et je crois que ce rapport alerte surtout sur la situation financière qui est effectivement très tendue et préoccupante, sur le besoin de visibilité, en tout cas de prévisibilité, et puis le besoin de réforme, vous l'avez également, je pense, tous lu. Sur les vidéos faisant intervenir Thomas Legrand et Patrick Cohen, alors, vous avez indiqué que ça posait un problème d'indépendance à vos yeux. Tout d'abord, je voudrais dire que quand je m'exprime, j'essaie de le faire au nom du collège. Ce sont des questions qui sont toutes assez sensibles que nous évoquons. Et en général, j'essaie de m'exprimer en me faisant le porte-parole du point d'équilibre que nous avons, et même plus qu'en tant que président, ou alors je le précise quand c'est vraiment à titre individuel. En l'occurrence, je pense que l'indépendance du point de vue du régulateur, c'est plus l'indépendance par rapport au pouvoir politique ou au pouvoir économique, plus que l'éventuelle accointance, puisque c'est un peu ce que sous-tend votre question, qui, pour moi, relève plus du domaine de l'impartialité. Effectivement, pourrait être une des questions qui pourrait être soulevée au titre de l'impartialité, mais à la limite, dans les 2 cas de figure, ce qui compte, c'est le résultat auquel on parvient. Sur les vidéos en question, 3 vidéos, moi, je ne veux pas rentrer dans le débat sur les conditions de captation de ces vidéos. Tout ce que j'observe, c'est que sur une séquence qui a donné lieu à beaucoup de débats, qui n'a pas été diffusé à l'antenne par ailleurs du service public ou d'autres médias, ce qui veut dire que nous, on n'a pas à intervenir sur la vidéo elle-même, mais sur ce qu'elle dit, évidemment, on peut s'en saisir, et c'est pour cela que nous avons auditionné les présidentes, entendu aussi les avis rendus par les comités pour l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme des programmes, qui ont rendu des avis assez clairs, et je ne pense pas que ces comités eux-mêmes, vu leur composition, soient soupçonnables de partialité. Il y a des extraits qui font apparaître des propos qui ont jeté un trouble. Ce trouble, d'ailleurs, a conduit la direction de Radio France à prendre une décision d'antenne rapide. Voilà. Pour le reste, il y a des extraits et j'entends, parce que je suis pas, et je lis et j'entends des doutes jetés sur le silence observé par tel ou tel par rapport à des propos tenus par son collègue présent. Pour moi, un silence, et je le dis très franchement, un silence dans un extrait de 2 minutes 30 ou 3 minutes sur un échange qui est supposé avoir duré 1 heure ne peut pas valoir consentement ou acquis
acquiescement. Enfin, on ne peut pas imputer du silence de quelqu'un une forme de volonté délibérée. Donc, en tout cas, de ce point de vue-là, y compris à partir du fait que nous, en principe, on se prononce sur ce qui est à l'antenne, mais même sur l'impact sur l'impartialité, on ne considère pas, de ce point de vue-là, qu'il y a quoi que ce soit à ajouter aux avis des comités pour l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme des deux chaînes qui ont émis un avis très clair. Pour nous, la question, elle est plus large. C'est une question qui est bien antérieure à cette séquence, qui monte dans une société qui est plus polarisée, où les opinions sont plus différentes et où les attentes de l'opinion, notamment par rapport à un service public que tous financent, dont tous doivent bénéficier, dont tous sont propriétaires, des attentes plus fortes que chacun s'y retrouve. Voilà. Et effectivement, parfois on dit le service public de l'information a une confiance de 60%. C'est effectivement très bien. C'est un résultat qu'on peut considérer comme positif, mais que pensent les 40%? Pourquoi est-ce qu'ils sont mécontents? Pourquoi ils sont mécontents? Qu'est-ce qu'ils attendent? À tort ou à raison? Mais ça, il faut le regarder, il faut le mesurer. Il faut, par rapport à ces mécontentements, frustrations, incompréhensions, que les sociétés audiovisuelles elles-mêmes, sous le contrôle de leur comité d'éthique, sous le contrôle éventuellement de l'ARCOM, mais nous sommes une administration, on n'a pas cette finesse éditoriale, qu'ils fassent preuve d'introspection sur leurs procédures, leur formation, la façon dont ils abordent les différents thèmes autour desquels le débat public s'organise, pour que le maximum de Français se sentent présents ou représentés à leurs antennes. C'est ça l'enjeu. Alors, c'est une démarche qui ne va pas donner un résultat d'un claquement de doigts, mais qu'en même temps, nous, on souhaite pouvoir aborder rapidement parce qu'il y a une impatience et il y a une attente. Voilà. C'est une démarche, vous en conviendrez, qui n'a pas été, je dirais, abordée en tant que telle à ce jour. L'impartialité, elle figure dans la loi depuis longtemps, mais on s'est plutôt concentré sur l'indépendance au sens où je l'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est un thème sur lequel on souhaite avancer de la manière la plus constructive qui soit. Sur le pluralisme, puisque vous m'avez interrogé sur le pluralisme interne, alors j'ai déjà évoqué les changements intervenus en 2024 qui ont quand même beaucoup changé la donne. Avant, le pluralisme interne, c'était les temps de parole, point barre, et c'était relativement simple. Les rédactions s'en plaignaient, quels que soient les médias, mais c'était relativement simple sur le plan des principes, à peu près. La grande différence, effectivement, c'est que pour les chaînes privées, le pluralisme aujourd'hui, c'est les temps de parole et c'est, comme je le disais, l'absence de déséquilibre manifeste et durable dans l'expression des opinions, des thèmes, des invités. Entre la stricte impartialité et l'absence de déséquilibre manifeste et durable, il y a effectivement la place pour une ligne éditoriale. En tout cas, c'est notre conviction au collège. Une ligne éditoriale qui peut avoir sa tonalité, éventuellement ses préférences, à condition qu'il n'y ait pas un déséquilibre manifeste et durable. La difficulté... Ça, c'est les enseignements que l'on tire de la décision du Conseil d'État dans le silence de la loi. Si la loi devait préciser demain les choses, soit confirmer ses principes, soit dire non, le pluralisme interne, c'est uniquement les temps de parole, ça recadrerait le débat et ça le simplifierait. Mais aujourd'hui, on travaille dans ce cadre-là. Et donc, il y a la place pour une ligne éditoriale, à condition de respecter évidemment des principes d'honnêteté de l'information, tous les principes de respect de la dignité de la personne et les règles que l'ARCOM doit faire respecter, et une absence de déséquilibre manifeste. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait la place quand même à une diversité, notamment de points de vue. Sur la traçabilité et la transparence sur les intervenants, je partage entièrement votre préoccupation. C'est déjà une question dont nous sommes saisis parfois dès à présent lorsque un intervenant à l'antenne a manifestement un lien économique ou autre avec un commentaire qui est fait, surtout si ses propres activités sont en cause. Ça nous conduit à intervenir auprès des diffuseurs pour le leur signaler, les mettre en garde éventuellement. Nous le faisons. On considère en général que cette intervention, elle est fondée lorsque l'absence de transparence est susceptible de porter atteinte à la sincérité de ce qui passe à l'antenne. Donc pas forcément systématiquement dans tous les cas, mais moi il me semble que, sans doute d'abord pour le service public, mais au-delà, pouvoir savoir lorsque les intervenants sont à l'antenne, quel est leur notamment lorsqu'ils appartiennent par exemple à un journal, à un institut universitaire ou de recherche qui peut avoir telle ou telle préférence, je trouverais assez utile qu'il puisse y avoir une transparence, par exemple, sur les... Alors, il y a des choses qu'on peut mettre à l'antenne pour ne pas trop obscurcir l'antenne, si vous me permettez l'expression. En revanche, les sites Internet sont là aussi pour pouvoir accueillir des informations accessibles à tout le public. Et ça, c'est un thème sur lequel on est vraiment assez, je crois, assez enclin à avancer dans les prochaines semaines.
Merci. Alors, je vais prendre toutes vos questions. Vous êtes nombreux, je crois que vous êtes une quinzaine à avoir demandé la parole. Je vais vous demander évidemment pour que notre commission soit suffisamment vivante de ne pas être trop long dans vos prises de parole et surtout pour que le président de l'ARCOM puisse répondre à chacun d'entre vous. Je commence par Sylvie Robert. Merci, Monsieur le Président. Bien, écoutez, c'est une belle entrée en matière puisque nous avons commencé à parler de l'audiovisuel public et je voudrais, au nom de mon groupe, dans ce qui se passe actuellement, dire tout notre soutien à l'audiovisuel public. Je le dis d'autant plus qu'il est démontré que l'offensive qui aujourd'hui est sur l'audiovisuel public nous impose, en tant que législateurs et en tant que membres de cette commission, à être extrêmement rigoureux. Dans les mots, puisque j'entends parler de neutralité, je ne comprends pas ce que ça veut dire, d'impartialité, il faut aussi préciser cette notion, et de pluralisme. Et je pense que nous devons être très rigoureux et objectiver vraiment les situations. Je voudrais aussi dire qu'il y a une confiance de nos concitoyens dans l'audiovisuel public. Alors le président vient de dire 60% et il faut regarder les 40%. Moi je dirais que 60% et même au-delà, c'est déjà très important. Et qu'il y a une confiance. Et qu'il y a aussi un satisfecit des autorités de contrôle, je pense à vous, Monsieur le Président de l'ARCOM, mais aussi de la Cour des comptes, sur l'indépendance, l'honnêteté et le pluralisme de l'information. Je n'ai pas vu de manquement à ce jour, contrairement à d'autres. Donc tout ça nous impose quand même de remettre les choses à leur place. Alors le décalage est effectivement assez grand entre un certain discours politique qui, disons-le d'emblée, instrumentalise aujourd'hui politiquement l'audiovisuel public et ce que nous souhaitons et que nous souhaiterions en tant que législateurs, eh bien, à la fois imposer par notre rigueur, mais aussi objectiver par les différents propos que nous allons en tout cas tenir dans cette commission. Je le dis d'autant plus que l'offensive contre l'audiovisuel public est allée très loin. Et il y a, dans un éditorial d'un grand quotidien, le rappel avec gravité de l'état de droit et l'état du droit, le respect du pluralisme, une des conditions indispensables de la démocratie, comme le souligne le Conseil constitutionnel, qui impose d'offrir des programmes qui garantissent l'expression de tendances de caractère différent, je cite, « Cela vaut pour le secteur public, mais également pour le secteur privé ». Et je crois que beaucoup ont fait mine de l'oublier. Alors, je voudrais vous dire que traiter de la question de l'audiovisuel public aujourd'hui, c'est aussi traiter de son instrumentalisation. Et je le regrette parce qu'il fut un temps dans cette commission où ça n'était pas le cas. Et je souhaiterais donc poser au président de l'ARCOM un certain nombre, une question, et avoir une réflexion. J'ai un peu de mal à comprendre la décision de l'ARCOM qui vise à travailler sur la notion d'impartialité de l'audiovisuel public et sur la perception qu'en ont les Français. Ce n'est pas de s'y intéresser en tant que tel, je trouve ça tout à fait légitime et normal, et je trouve que c'est très intéressant. Mais c'est de faire aussi comme si cette décision, et c'est pour ça que j'ai commencé mes propos par parler de contexte, ne s'inscrivait pas dans un contexte où beaucoup essaient de délégitimer et de fragiliser l'audiovisuel public. Alors je voudrais, dans votre raisonnement sur la notion d'impartialité qui n'est pas fondée en droit, certes, c'est dans la loi de 86, vous dire la chose suivante. Vous annoncez, et je l'ai bien lu, dans un communiqué de presse, vouloir donc travailler sur l'impartialité en vous référant aux EGI. Mais sur quel exemple se fondent les EGI? J'ai regardé. Sur l'Ofcom. Or, le régulateur britannique a effectivement une doctrine très claire sur l'impartialité, particulièrement souple d'ailleurs et pragmatique, qui vaut, pour nous, à la question du pluralisme. Et donc, je souhaiterais, à cette exigence que vous demandez d'impartialité du service public, qui pour moi, puisque c'est la référence à l'Ofcom, qui est le pluralisme, vous demandez très officiellement, acceptez-vous d'élargir votre travail sur l'impartialité à l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel, et pas seulement à l'audiovisuel public, considérant le fondement que j'ai énoncé. Et enfin, puisque je sais que je n'ai que 3 minutes, Monsieur le Président, pardonnez-moi, je voudrais simplement vous dire que l'offensive actuelle est très importante parce que
il faut qu'on soit conscient, chers collègues, que l'audiovisuel public est précieux et indispensable à notre démocratie. Et derrière, fait vivre aussi, si on le fragilise, tout un écosystème qui, aussi par ses moyens budgétaires, font vivre des distributeurs, des créateurs, des producteurs. Et que ce n'est pas seulement la question de l'audiovisuel public en tant que tel, mais derrière tout ce qui constitue le fondement de notre démocratie. Je vous remercie. Pierre Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre présentation. Moi, je voudrais dire en préambule que enregistrer une conversation privée à l'insu des intéressés, c'est contraire à la loi, mais c'est contraire aussi à la charte de déontologie des journalistes, dite charte de Munich. Le président du Sénat a été victime des mêmes méthodes. Et il vous a saisi pour savoir, là c'était le service public, si vous pouviez faire quelque chose. Donc personnellement, moi j'aurais beaucoup de réticence à commenter des paroles qui ont été prises dans un cadre totalement illégal. Et je me demande si la charte de Munich ne mériterait pas aujourd'hui d'être transposée dans le droit français pour qu'il y ait un respect plus important de la déontologie des journalistes. Sur les propos, moi j'ai lu des réactions d'hommes politiques, je vais vous en citer une. Deux journalistes essentiels de l'officialité PS, Thomas Legrand et Patrick Cohen, complotent pour valoriser un axe de Ruffin à Canfin et Glucksmann. La caste choisit ses mastes politiques. Il s'agit de Jean-Luc Mélenchon. Donc, manifestement, toute la gauche ne se retrouve pas dans ce que disent messieurs Thomas Legrand et Patrick Cohen. Moi, je suis inquiet parce que je vois que dans notre pays, des autorités publiques qu'on disait indépendantes sont aujourd'hui contestées de façon systématique. C'est vrai pour l'Arcom, mais c'est vrai aussi pour le HCRS, dans le domaine de l'éducation. Et je me demande si, du fait de ces attaques générales, il ne faut pas envisager à un moment donné de leur assurer une protection supplémentaire, c'est-à-dire une protection qui passe du domaine de la loi à celui de la Constitution. Et je regrette que dans notre pays, on soit obligé de plus en plus de garantir un certain nombre de libertés, je pense à la liberté académique notamment, par des modifications constitutionnelles. Et ça montre bien qu'il s'est passé quelque chose de fondamental dans notre pays pour qu'on soit obligé aujourd'hui de remonter d'un niveau de protection supplémentaire ces libertés. J'ai fini en 3 minutes, Monsieur le Président. Merci. Max Brisson. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président d'Arcom, je vous ai écouté avec attention et vous avez, en synthèse de votre rapport annuel, traité de nombreux utiles sujets que vous avez à gérer dans ce cadre législatif largement obsolète. Mais l'actualité vous a rattrapé au risque d'exciter certains bancs et quitte à être répétitif après les questions de ces triviales, je vais à mon tour traiter d'audiovisuel public. J'ai bien entendu les deux vice-présidents du Sénat nous enjoindre quasiment il y a quelques minutes à l'autocensure, après avoir, pour certains, conduit un discours de procureur. Je dis tout de suite que je ne m'y soumettrai pas et que je ne m'auto-censurerai pas. Je doute, par exemple, que la Cour des comptes ait voulu délégitimer l'audiovisuel public. Elle a simplement souhaité leur rappeler quelques exigences. Alors la haute comme 1986, elle parle de pluralisme, d'indépendance et d'impartialité. Indépendance ou impartialité lorsque nous apprenons les connivences politiques entretenues par deux chroniqueurs du service public, dont Legrand et Patrick Cohen. Indépendance ou impartialité lorsque, à mots à peine couverts, ceux-ci distillent la manière dont ils souhaiteraient user de leur influence sur le service public pour orienter les auditeurs à des fins électorales. Ils écoutent massivement France Inter. Impartialité ou indépendance lorsqu'ils sont depuis invités à longueur d'antenne à s'auto-justifier auprès de leurs collègues complaisants. En réaction, vous avez certes annoncé de diligenter des travaux sur l'impartialité de l'audiovisuel public.
Ma première question, Monsieur le Président, cela sous-entendrait-il aujourd'hui que jusqu'à aujourd'hui, le service public échappait à ce contrôle et donc à son devoir d'impartialité? Impartialité ou indépendance lorsque du 10 au 20 septembre, Gabriel Zucman était invité des matins de France Culture, de C'est à vous sur France 5, du Grand Entretien sur France Inter et excusez peu du 20h de France 2, sans jamais de réelle contradiction et sans que jamais il soit indiqué que M. Zucman, loin d'être un simple économiste, était aussi le fournisseur de l'arsenal fiscal de la campagne européenne de M. Glucksmann et le co-rédacteur des programmes économiques de la NUPES et du NFP. Quelle appréciation faites-vous de cette campagne médiatique orchestrée sur les antennes du service public, promouvant un dispositif fiscal clairement revendiqué par la gauche et porté par un économiste ouvertement militant? Ne pensez-vous pas qu'il serait de bonne politique, dans un souci d'équilibre et de transparence, d'attribuer à M. Zucman le statut de personnalité politique, assorti de la nuance de gauche, et ainsi comptabiliser ses interventions audiovisuelles au titre du courant politique auquel il apporte régulièrement et publiquement son soutien? Impartialité, enfin, lorsque Mme Ernotte déclarait en juillet 2023 lors d'une audition à l'Assemblée nationale que le service public essaie de représenter la France telle qu'elle voudrait qu'elle soit, et que cette même présidente qualifie 2 années plus tard la chaîne News d'extrême droite. Silence très relatif, Monsieur le Président, puisque vous avez parlé de silence la concernant. Pas de chance, quelques jours après, le rapport de la Cour des comptes montrait que le groupe qu'elle préside est au bord du gouffre. Mais au-delà des mots, que traduit cette offensive médiatique? Que devons-nous en comprendre? Que le service public audiovisuel aurait pour mission de faire barrage, d'être en quelque sorte un contrepoids du groupe Bolloré, d'imposer à tout prix sa vision de la société, quitte à travestir la réalité des faits? Monsieur le Président, pensez-vous que ce soit là le rôle et la mission que les Français sont en droit d'exiger du service public de l'audiovisuel, lui qui appartient au bien commun de tous les Français, y compris de ceux qui votent différemment de Mme Ernotte, différemment de M. Legrand, différemment de M. Cohen, bref, tous ceux qui ne votent pas à gauche? Bernard Fialaerge. Merci, Monsieur le Président. Je ratisserai un petit peu moins large pour profiter de votre présence, Monsieur le Président, pour vous demander un avis sur, qui complète un peu les interventions précédentes. Donc, on a veillé sur le respect du pluralisme et de la liberté d'expression, que l'on peut tout à fait comprendre de la part d'acteurs de la société, de chroniqueurs, d'invités, et dont les comités d'éthique des rédactions, que vous avez même sollicité lorsqu'il y a un problème, ont à s'exprimer. Moi, je suis toujours surpris d'ailleurs de la pluralité des comités d'éthique, comme s'il y avait une éthique à géométrie variable en fonction des différents supports. Est-ce que vous sauriez pas, est-ce que les choses vous seraient pas facilitées s'il y avait plus une déontologie des journalistes qui repose sur un véritable code avec un ordre des journalistes et qui respecte, qui permettrait la reconnaissance de leur statut? On parle aussi de pouvoir mentionner lorsque un intervenant n'est qu'un chroniqueur ou qu'un invité, et marquer vraiment qui sont les journalistes qui respectent ce code de déontologie qui devrait s'appliquer à tous et qui permettrait d'ailleurs, dans le respect, d'être jugé par les pairs, parce que de temps en temps, c'est quelque chose de subtil sur les sources, sur la façon de rapporter, et puis de permettre justement d'apporter cette garantie. On sait que tous les sondages prouvent que l'ensemble des citoyens auraient plus de confiance d'ailleurs dans l'information s'il y avait ces codes de déontologie. Moi, j'aimerais avoir votre avis personnel, pas seulement celui de toute la commission de l'ARCOM. Pierre-Antoine Lévy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'ARCOM, à la suite d'un courrier que j'avais adressé à votre prédécesseur, Monsieur Roch-Olivier Mestre, en avril 2024, concernant les pratiques éditoriales de la chaîne AJ+,
qui est une filiale du groupe qatari Al Jazeera, il m'avait été répondu que l'ARCOM ne disposait pas de compétences pour se prononcer sur la licéité des contenus diffusés exclusivement via les réseaux sociaux, faute de diffusion linéaire sur les antennes audiovisuelles. Alors cette réponse, bien que juridiquement fondée, laisse entière la question de la diffusion en France de manière massive et ciblée de contenus potentiellement contraires aux principes républicains, aux règles déontologiques du journalisme et souvent porteurs de messages haineux ou idéologiquement biaisés. Dans ce contexte, je souhaiterais vous poser 3 questions simples. Première question, l'ARCOM, en tant que coordinateur national des services numériques, dans le cadre du règlement européen sur les services numériques RSN-DSA, envisage-t-elle de se saisir plus directement de ce type de problématique? Deuxième question, estimez-vous que le cadre actuel, qui repose exclusivement sur des mécanismes de notification, sur l'autorité judiciaire ou sur les conditions générales d'utilisation des plateformes, est suffisant pour faire face à la diffusion des contenus problématiques en ligne? Et enfin, faut-il, selon vous, envisager une évolution législative ou réglementaire, notamment pour mieux encadrer les entités médiatiques non linéaires comme AJ+, qui bénéficient d'une audience française significative sans répondre à aucune obligation de pluralisme, de transparence éditoriale ou de responsabilité? Je suis pour ma part convaincu que la neutralité technologique ne doit pas être une échappatoire au respect des valeurs fondamentales de notre République. Il ne s'agit pas ici de restreindre la liberté d'expression, mais de garantir que l'espace numérique ne devienne pas une zone grise d'influence, d'endoctrinement ou de désinformation, à l'abri de tout contrôle démocratique. L'ARCOM a-t-elle l'intention d'agir? Et sinon, que propose-t-elle pour que la puissance publique ne reste pas impuissante? Monique de Marco. Oui, je vous remercie. Bon, je ne savais pas qu'en venant ici, j'aurais une charge aussi lourde de certains contre le service public. C'est inquiétant. Puis j'apprends que l'économiste Zuckman est un militant gauchiste. Bon, écoutez, chacun a ses avis. Moi, je reviens sur le sujet du pluralisme et en particulier donc, le respect par CNews, oui, parce que parlons aussi donc de chaînes privées, de ses obligations conventionnelles, pluralisme, honnêteté, rigueur, et de cette convention qui est conclue avec l'ARCOM, qui précise que le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté et la rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Bon, il y a eu bien sûr des sanctions récurrentes, mise en demeure, etc. Donc, ma question concerne donc, voilà, tout simplement le fait qu'il était possible que vous puissiez faire un audit global du pluralisme éditorial donc, concernant cette chaîne. Ça serait assez intéressant, justement, d'avancer un petit peu sur cette chaîne qui m'arrive d'écouter quand je zappe par hasard. Et donc, je peux dire quand même que je me demande où est l'impartialité, le pluralisme. Et quelquefois, effectivement, ça serait intéressant de savoir qui est-ce qui parle, qui sont ces intervenants. Bon, écoutez, je ne vous ai pas interrompu, Monsieur Bresson. Après, une question, alors qui est une question différente, mais que je souhaitais poser concernant donc la charge que vous avez du blocage administratif des plateformes de partage de vidéos diffusant des contenus souvent à caractère pornographique, qui vous a donc confié une mission pour établir un référentiel technique pour la vérification de l'âge des usagers. Alors moi, j'aimerais, puisque vous l'avez exposé cette semaine, ce sujet-là, avoir des précisions sur la construction de ces référentiels et quelles sont les perspectives voilà, sur le système de vérification d'âge qui serait efficace et pérenne sur certains sites. Je trouvais ça assez primordial. Désolé de mettre le débat sur ce sujet alors qu'il est ailleurs, mais moi, c'est une question qui me préoccupe énormément. Aussi. Laure Darcos. Oui, alors je vais essayer, parce qu'on est dans une audition du président de l'ARCOM sur l'ensemble de ces sujets. Je vais juste dire que je déplore qu'on ne résume l'audiovisuel public qu'à des débats politiques, alors qu'il y a tellement de choses qui sont faites pour la culture, ne serait-ce que par les podcasts de Radio France ou les chaînes de France Télévisions qui mettent en valeur notre patrimoine. Voilà. Ça, c'est une parenthèse. Moi, je voudrais, Monsieur le Président, vous interroger, vous demander de préciser votre intervention préalable sur les radios indépendantes. Pour rappel, ce sont des PME et des TPE, des petits groupes. Elles rassemblent chaque jour près de 7,5 millions d'auditeurs et sont écoutées chaque semaine par plus d'un Français sur 3.
100% financés par les recettes publicitaires générées par leur audience, engagés et ancrés dans la vie culturelle, sportive, démocratique et économique de leur territoire, des médias locaux pour une grande partie de nos adhérents qui proposent sur leurs antennes, sites web et réseaux sociaux une offre riche d'informations locales et nationales. Avec plus de 2500 salariés, dont 500 journalistes et 200 radios indépendantes réunies au sein du CIRTI, sont le premier employeur de la radiodiffusion privée financée par la publicité. Votre communiqué de presse publié par l'ARCOM le vendredi 19 septembre, portant sur le report relatif à l'attribution de la ressource TNT disponible, évoque le lancement de travaux visant à approfondir le modèle économique de la diffusion de la TNT dans une perspective de long terme et les éventuelles modalités de sa modernisation. Ce communiqué évoque également la possibilité d'un assouplissement du cadre juridique qui s'applique aux services de télévision. Depuis plusieurs années, les services de télévision plaident en faveur d'une levée des restrictions relatives au secteur interdit au niveau national en télévision, en particulier pour la promotion dans la grande distribution. Ce secteur représente 50% des recettes publicitaires des radios indépendantes et la suppression de cette restriction viendrait déséquilibrer de façon importante le modèle économique du média radio. Comment l'ARCOM entend-elle donc concilier la modernisation du cadre applicable à la télévision avec la préservation de la viabilité économique de ces radios locales indépendantes? Deuxième question. La France possède un paysage médiatique local extrêmement varié. En effet, les acteurs de l'audiovisuel public local, privé, financés par la publicité locale et nationale, ou par le Fonds de soutien à l'expression radiophonique pour les radios associatives, permettent à l'ensemble des Français d'accéder à une offre d'information fiable, diversifiée et de proximité dans les territoires. L'audiovisuel local privé joue donc un rôle essentiel pour nos concitoyens, complémentaire aux médias nationaux, privés et publics. Comment entendez-vous donc collaborer avec l'ensemble de ces acteurs de l'audiovisuel local privé? Quel rôle spécifique l'ARCOM souhaite-t-elle donner aux médias audiovisuels locaux dans le renforcement du lien social démocratique dans les territoires? Et dernière question, en juin 2024, et vous en avez parlé, l'ARCOM a publié son livre blanc de la radio. Ce livre blanc dresse un état des lieux des enjeux du média, propose un calendrier de déploiement du DAB+, ainsi que plusieurs recommandations d'évolution législative, mentions légales, contraintes musicales. Un an après sa publication, quelle place occupera ce livre blanc de la radio dans la feuille de route de l'ARCOM pour 2026 ? Vous l'avez effleuré. Comment comptez-vous mobiliser ces acteurs de l'audiovisuel local pour co-construire la mise en œuvre de ces recommandations ? Colombe Brossel. Merci, Monsieur le Président. Finalement, si un extraterrestre débarquait ce matin et se connectait à nos travaux, il pourrait avoir le sentiment que l'ARCOM n'a comme champ de compétences que l'audiovisuel public. Car depuis ce matin, ça fait 1h15 que nous sommes en commission, il n'a été question que de l'audiovisuel public et la charge est, je l'avoue, assez spectaculaire. Elle n'est pas nouvelle. On a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet, tant sur le fond que sur la méthode, notamment au moment de se quitter avant la pause estivale lors de l'examen de la PPL devenue Dati sur l'audiovisuel public. On voit bien à quel point la charge est réelle, organisée, structurée, et certainement faut-il voir comme une preuve de hasard ou coïncidence le fait qu'à l'Assemblée nationale, de l'autre côté, Éric Ciotti a donc fait le choix de passer d'une commission d'enquête sur le coût de l'immigration à une commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Évidemment, tout ceci est le fait d'une coïncidence. Ça l'a dit hier. Et la Cour des comptes fait son travail de Cour des comptes et elle dit des choses extrêmement désagréables contre le financeur, à savoir l'État de l'audiovisuel public. C'est ça, le point le plus important dans le rapport de la Cour des comptes. Il y est dit des choses qui... Mais nous y reviendrons parce que aujourd'hui, nous auditionnons le président de l'ARCOM, nous n'auditionnons pas encore les responsables de l'audiovisuel public. Et donc, voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Notre soutien, oui, mais j'y viens, mais je suis encore bonne dans le temps, Monsieur le Président, pas de souci. Et du coup, je voudrais, Monsieur le Président de l'ARCOM, dans l'intégralité de votre champ de compétences, revenir sur la saisine que vous avez reçue hier ou ce matin, je ne sais, de la part de Reporters sans frontières, qui vous a saisi après avoir enquêté sur la vague de harcèlement et de menaces proférées en mars 2025 sur les réseaux sociaux,
envers les auteurs d'un livre sur l'affaire de la mort de Thomas à Crépol. La chaîne de télévision CNews s'est livrée pendant plus d'une semaine à une campagne de dénigrement de l'ouvrage et de ses auteurs qui a été le point de départ d'une vague de haine en ligne absolument spectaculaire avec des menaces de mort contre les journalistes. Enfin, je voudrais juste qu'on se remette dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Nous avons des journalistes menacés de mort parce qu'il y a eu l'organisation d'un shitstorm, pardon, pour et l'anglicisme et le caractère trivial de ce mot. Et je voudrais savoir pourquoi il a fallu que RSF vous saisisse. Parce que l'ensemble de cette affaire est documenté. Ils ont donc déposé un recours auprès de vous. Et je voudrais comprendre pourquoi, depuis la décision du Conseil d'État du 13 février 2024, le contrôle par l'ARCOM n'a pas pu être renforcé. Et je rappelle par ailleurs que l'éditeur en question, nous parlons de CNews, est multirécidiviste et persiste. Béatrice Gosselin. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président de l'ARCOM, vous avez, à la fin de vos propos, rapidement parlé de l'inclusion des personnes porteurs de handicap. Donc, je pense que vous faites allusion à la directive européenne European Accessibility Act du 2019, du 17 avril 2019, qui a pris vraiment qui vraiment est entré en vigueur le 28 juin 2025 et qui donc facilite l'accessibilité des gens porteurs de handicap. Nous avons été interpellés par le directeur de l'imprimerie de l'IFAO, de l'Institut français de l'archéologie orientale, Kurt Kasparian, qui s'inquiète un petit peu des documents qu'ils peuvent imprimer en fonction des nouvelles dispositions. Et je crois, comme vous êtes une des autorités qui doivent être de contrôle avec l'ARCEP et la DGCRF, eh bien, ils vous ont écrit un courrier pour vous demander quelles sont exactement les prédispositions et surtout parce que les sanctions sont quand même suffisamment importantes pour être prises en compte et ne pas faire d'erreur dans le modèle de documents imprimés et comment les imprimer. Et à ce jour, n'avez pas de réponse. Merci de pouvoir répondre à cette question. Annick Billon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'ARCOM, même si je trouve que les questions précédentes sur le pluralisme et l'impartialité et le questionnement sur le service public sont totalement légitimes et ont déjà été largement questionnées, je pense que il est question d'argent public, c'est quelque chose que nous devons de porter. Et donc, comme c'est largement questionné, je passe à un autre sujet, le sujet de l'accès aux sites porno et sur l'industrie de la pornographie. L'accès des mineurs a fait l'objet de travaux de la délégation en 2022 conséquents. On a pu constater une consommation et une production de contenu extrêmement massive. Un tiers des enfants de 9 ans accèdent à des images pornographiques, la moitié pour ceux de 11 ans. Une recherche sur 8 sur ordinateur concerne des images pornographiques et 1 sur 5 sur un smartphone. Les conséquences sur les mineurs sont extrêmement graves. Addiction, comportement sexuel à risque, image de la femme dégradée, des effets sur le développement et sur la capacité d'empathie. Et des effets encore plus larges pour la consommation de numérique et de réseaux sociaux. La loi interdit l'accès des mineurs, vous l'avez dit, et la loi Sren en 2024 est venue renforcer avec le référentiel qui était une de nos propositions en 2022 dans le rapport Porno, l'enfer du décor. Je voudrais d'abord avoir votre retour d'expérience puisque vous avez communiqué fin août sur la fermeture, la mise en demeure de sites pornographie établis sur le territoire de l'UE. Par contre, je m'interroge lorsque, et je doute d'ailleurs de l'efficacité, lorsqu'un site qui est fermé par la justice Coco pour des faits d'agression sexuelle et homophobe, ce site refait son apparition sous un nouveau nom, Bounty Chat, alors même qu'il est soupçonné d'être un repère de prédateurs sexuels avec diffusion de contenus pédocriminels. La réponse de l'ARCOM, je pense, a été d'envoyer un courrier avec un questionnaire, 20 questions. Je voudrais, je m'interroge sur la demande par rapport à la gravité des faits et sur l'efficacité. Donc, est-ce qu'il faut un SREN 2 ? Parce que la réponse, suite à la difficulté et au risque qui pèse sur les mineurs, me semble un petit peu sous-évaluée. Je vous remercie.
Adelziane. Merci Président, merci Monsieur le Président de l'ARCOM de votre présence. Je vais aller assez rapidement pour respecter le délai qui nous est imparti. Moi, je souhaitais dire que je me réjouis, moi, chaque matin, de pouvoir me lever dans un pays, la France, qui est une république, une démocratie, où, si l'envie m'en prend, je peux aller sur le canal 14 de la TNT pour regarder CNews, si l'envie m'en prenait, de pouvoir écouter France Inter, de pouvoir écouter France Info, de pouvoir ouvrir un journal qui s'appelle le JDD, de pouvoir ouvrir un journal qui s'appelle Le Figaro, de pouvoir ouvrir un autre journal qui s'appelle Le Monde, ou d'écouter n'importe quelle radio qui me conviendrait en fonction de mes orientations politiques et de ma sensibilité matinale, en fonction de ce que j'ai envie d'entendre. Oui, la France est un pays où nous avons cette chance. Et j'insiste sur ce point parce que le débat que nous avons ce matin, il est très important. On parle de 1986. Moi, je voulais insister, Monsieur le Président de l'ARCOM, et remettre un petit peu sur la table, à l'heure où certains veulent remettre en cause l'existence même d'autorités indépendantes qui contestent la légitimité de l'audiovisuel public. Moi, je voudrais simplement rappeler que notre République, son histoire nous a montré qu'à chaque fois on avait voulu s'arroger le contrôle de l'information, nous avons eu des grandes difficultés. Et le statut aujourd'hui dont nous parlons, c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le législateur a instauré un statut de la fonction publique qui visait précisément à protéger les agents contre les pressions partisanes et l'arbitraire. Ce n'était pas seulement des statuts qui garantissaient pour les fonctionnaires leurs fonctions et leur travail, mais une garantie pour les citoyens, celle d'un service public dévoué à l'intérêt général. C'est aussi le sujet aujourd'hui, l'audiovisuel public est régulé et obéit à cette logique. Plusieurs étapes sont passées depuis la Seconde Guerre mondiale, de la radiodiffusion nationale, la RN, sous Vichy, jusqu'à la tutelle étroite du ministère de l'Information sur la RTF, puis sur le RTF. Les Français ont connu souvent une information partielle et partiale. Je rappelle simplement que le général de Gaulle parlait souvent de « ma télévision ». La dissolution de l'ORTF en 1974 a ouvert une nouvelle étape que nous vivons aujourd'hui, et ça coïncide avec mon propos initial sur notre chance aujourd'hui de pouvoir nous informer sur tous les types de supports. Et cette évolution n'a rien d'anecdotique, elle a permis à notre démocratie de se renforcer. Le CSA aujourd'hui, et c'est votre rôle, Monsieur le Président, joue ce rôle comparable à celui du statut de la fonction publique. Elle doit protéger les acteurs médiatiques des ingérences et protéger les citoyens de toute captation du débat par des intérêts particuliers ou partisans. Il y a une évolution, bien sûr, au regard du numérique qui doit se faire. Et là où les logiques purement commerciales peuvent conduire à une homogénéisation et au sensationnalisme, l'audiovisuel public incarne une exigence de pluralisme et de rigueur. Et je me mets dans les pas de ma collègue Sylvie Robert sur la définition des termes qui sont un véritable enjeu demain. J'en viens à mes questions, Monsieur le Président. À un moment où certains mettent en doute la crédibilité du service public audiovisuel, où votre rapport sur sa prétendue partialité, c'est un terme à discuter, a été largement commenté, quelles mesures comptez-vous prendre justement pour protéger le service public des ingérences politiques et économiques, garantir que les Français continuent de bénéficier d'une information pluraliste, c'est le terme sur lequel je souhaite insister, indépendance et de qualité. Et enfin, je rejoins ma collègue Sylvie Robert dans sa volonté, justement, parce que nous avons cette chance et que nous vont discuter l'ensemble de ces aspects, tant pour l'audiovisuel public que pour l'audiovisuel privé, d'élargir le spectre de l'étude et de l'audit que vous allez bientôt lancer. Je vous remercie. Michel Savin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'ARCOM, je souhaite, moi, de mon côté, aborder l'une des missions de l'ARCOM, qui est la lutte contre le piratage, que vous avez rapidement ou trop peu évoqué dans vos propos préliminaires. Comme vous le savez, donc, le Sénat a adopté une très large majorité en juin dernier la proposition de loi que nous avons portée avec le président Lafont, qui est relative à l'organisation, au financement et à la gestion du sport professionnel. Ce texte essentiel pour l'avenir du sport français a porté notamment des réponses fortes en matière de lutte contre le piratage des contenus sportifs. Les chiffres qui nous ont été communiqués l'an passé étaient alarmants. Un manque à gagner estimé à 290 millions d'euros pour le secteur, soit 15% du marché. Alors même si depuis 2022, le rythme des blocages ordonnés par l'ARCOM s'est accéléré, on parle d'environ 600 par mois, à comparer aux 50 000 par mois en Angleterre. Monsieur le Président, au regard des dernières décisions de justice, pourriez-vous nous préciser le nombre de blocages effectivement réalisés à ce jour et nous indiquer dans quelle mesure l'ARCOM se prépare à rendre effectifs les blocages en temps réel lors de la diffusion en direct des grands événements sportifs? Et ma deuxième question, disposez-vous enfin des moyens humains et financiers suffisants pour mener cette mission de manière efficace et durable? Catherine Morin-Desailly.
Merci, Monsieur le Président, d'organiser cette audition annuelle qui est très importante, surtout dans le contexte que nous traversons. D'abord, je voudrais saluer le travail de l'ARCOM, dont les missions se sont considérablement étoffées ces dernières années. Et les chantiers sont extrêmement nombreux et en même temps très complexes. Alors, je vais revenir sur les priorités que vous avez évoquées, Monsieur le Président, vos priorités auxquelles je souscris tout à fait. D'abord, le dossier de la protection des mineurs en ligne, qui a fait l'objet d'un très beau colloque, vous l'avez rappelé la semaine dernière, où vous m'aviez invité à participer pour témoigner des travaux du Sénat, à la fois de notre commission de la culture, mais aussi celle des affaires européennes sur le sujet, puisqu'on sait que la régulation, le fameux règlement sur les services numériques, dépend de l'Union européenne. Vous avez raison, il y a urgence. Il y a urgence quand on voit les désastres aujourd'hui et la santé mentale qui est affectée de nos jeunes. Il y a urgence à se pencher sur la question. Et merci pour votre étude que vous avez réalisée. Je crois que ça a pris à peu près une année. Donc c'est une étude extrêmement approfondie qui permet d'éclairer le législateur sur ce que nous allons devoir faire dans les semaines et mois à venir, parce que je pense qu'on n'est pas au bout d'une régulation à préciser, à affiner, à compléter. Nous l'avons dit, hein, le RSN, dont nous avons fait avec ma collègue Florence Blatrix compte à une première évaluation d'application, et nous avions rendu nos conclusions au mois de juin, établit bien qu'il y a des enquêtes qui sont menées. Il a bien sûr observé ce qu'avait fait l'ARCOM, mais que les délais laissés aux enquêtes, et c'est pas du tout de votre fait, hein, on a observé qu'il y avait des délais pour le DMA, mais pas pour le DSA, font qu'on ne peut pas forcément agir aussi vite qu'on l'aurait voulu. Donc, dans notre bilan, nous avons aussi établi le fait que l'ARCOM mériterait d'avoir un rôle plus important en coordination avec la Commission européenne. Mais encore une fois, c'est du pouvoir qui doit vous être donné. Donc l'application du RSN s'est fait vraiment dans les temps, et merci, sitôt les textes réglementaires parus, d'avoir publié le fameux référentiel. Mais on le voit, et je me tourne vers Annick Billon qui faisait partie de notre commission spéciale sur la loi SREN, c'est vrai que la vérification d'âge est un vrai sujet et que nous avions cherché à avancer dans le cadre de la loi SREN, mais ça relève de la réglementation européenne. C'est là que les textes vont devoir être bien sûr complétés, sans compter qu'il y a une vraie question sur l'accessibilité des mineurs aux réseaux sociaux. Faut-il fixer une date? Je crois que un âge, le débat est encore devant nous. Donc on suit de près tous ces travaux. Deuxième chantier prioritaire, le service public de l'audiovisuel, qui est un des piliers de notre démocratie. C'est pas moi qui le dis, c'est le règlement sur la liberté des médias. Pourquoi ce texte de règlement a dû être voté dans les années qui se sont écoulées? C'est parce qu'on s'est aperçu que ces entreprises pouvaient être extrêmement fragilisées dans certains pays européens. On pense à la Hongrie, à la Pologne, les coups de butoir donnés à ces entreprises qui, de par leur mission, quand elles sont bien exécutées, sont des missions qui permettent de garantir le pluralisme et bien sûr la démocratie. Donc ce chantier est aujourd'hui prioritaire, bien entendu. Ça nécessite bien entendu d'être exigeant avec le service public de l'audiovisuel, d'où les débats qu'il y a aujourd'hui sur l'impartialité. Je pense qu'ils sont nécessaires et nous serons très attentifs à tout le travail que vous allez mener. C'est vrai que le pluralisme, et d'autres collègues l'ont souligné, affecte et concerne aussi les autres entreprises de l'audiovisuel, qu'elles soient publiques comme privées. Et donc c'est un chantier également pour moi à mener. Donc c'est être à la fois exigeant et en même temps réaliste. Conclure. Car le rapport, oui, je termine, Monsieur le Président, mais c'est important, parce que le rapport de la Cour des comptes, il souligne bien entendu les manques, les faiblesses, mais il souligne aussi les faiblesses de la tutelle, qui a été changeante
qui n'a pas donné de trajectoire financière stabilisée ces 10 dernières années. Et ça a été compliqué. Souvenez-vous du contexte de la suppression de la redevance. Il n'y avait pas de ressources de substitution qui étaient prévues. Donc tout ce contexte a aussi été un contexte de fragilisation de l'audiovisuel public. Pour avoir siégé au conseil d'administration de France Télévisions, je peux en témoigner. Donc il est important aussi qu'enfin les réformes se fassent et que la tutelle ait une trajectoire claire, exigeante, mais bien sûr claire. Et dernier point, oui, j'ajouterai que ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est que le débat actuel fait que sont remis en cause de toute façon les médias traditionnels sous les coups de boutoir, disons les choses, appelons un chat de l'extrême droite. Et moi, ça me préoccupe énormément, car songeons à cette exigence de démocratie, elle passe forcément par un audiovisuel public de qualité et des médias en général de vraiment conclure, qualité. Catherine. Voilà, je vous remercie. Karine Daniel. Karine Daniel, pardon. Merci, Monsieur le Président. Merci de ces échanges. Et on voit que les nombreuses questions et interrogations qui se posent sur l'ARCOM témoignent aussi de fortes attentes et de forts besoins qui sont liés aussi au changement de contexte. Et je pense que quand on a l'expression de ces attentes, on a une responsabilité collective à renforcer le rôle et le poids des autorités qui sont garantes d'enjeux extrêmement importants pour notre démocratie, pour notre République. Et c'est Cédric Vial qui faisait tout à l'heure le parallèle avec des affaires judiciaires. Je pense que comme on doit défendre l'institution judiciaire et le fonctionnement de la justice, on doit aussi défendre les autorités plus largement. Sur ces tâches qui sont immenses, pose évidemment la question des moyens. Donc, comment vous appréhendez cette question à l'aune de ce mandat qui s'ouvre ou qui démarre? Et vous avez parlé tout à l'heure de la question des signaleurs de confiance, parce qu'il y a la question des moyens de l'autorité en propre, mais il y a aussi la question des moyens de celles et ceux qui peuvent être des aides précieuses dans le fonctionnement de votre organisation. Et on sait que ces signaleurs de confiance sont pour certains des associations ou des organisations qui peuvent aussi être fragilisées par le contexte budgétaire. À cette question des moyens des signaleurs de confiance directement peut se poser aussi la question des moyens qui vont être donnés à l'éducation aux médias, parce que là, je pense qu'on a un enjeu démocratique d'appropriation des ressorts de la question de la place, du fonctionnement et du rôle des médias, plus largement pour une appropriation collective et pour toutes les générations. Et enfin, Michel Laugier. Merci. Donc, c'est moi qui vais conclure cette série de questions. Je voudrais d'abord faire part de ma satisfaction, Monsieur le Président de l'ARCOM, satisfaction de voir l'attribution du Canal 8 à Public Sénat. Voilà, une chaîne que j'ai présidée pendant quelques mois, donc voilà, je vous exprimer ma satisfaction. Deux cas concrets. Monsieur le Président, il y a quelques années, la présentatrice du journal de Antenne 2, ça remonte à quelques temps, Béatrice Schoenberg a dû démissionner parce que son mari était entré en politique. On avait appelé ça de la déontologie. Est-ce que vous pensez que la déontologie appliquée à Béatrice Schoenberg est aujourd'hui appliquée sur France Télévisions et notamment sur France 2 ? Ça, c'est ma première question. La deuxième, C8 ayant fermé ses portes, Cyril Hanouna se retrouve aujourd'hui sur W9 avec une émission exactement dans le même format. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette émission respecte bien, enfin, cette émission et la chaîne W9 respectent bien le cahier des charges? Voilà, deux cas concrets. Merci beaucoup. Merci. Toutes les questions ont été posées. Vous avez vu qu'elles ont été nombreuses. Certaines sont aussi des expressions. Je vais vous laisser synthétiser, Monsieur le Président. Pardon, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs, pour vos questions. Si dans la réponse forcément synthétique que je vais vous proposer, certains points vous semblent manquer, je suis à votre disposition, à chacun d'entre vous,
si vous le souhaitez, pour apporter des compléments ensuite, mais je vais quand même faire de mon mieux pour répondre au maximum de questions. Sur les questions relatives à l'impartialité du service public, au débat autour de ces vidéos, éventuellement aux échanges qui ont lieu ou ce qui concerne d'autres médias privés. Je veux simplement rappeler que nous sommes là, l'ARCOM, pour protéger l'indépendance du service public, veiller à sa capacité à exercer les missions prévues par la loi avec les moyens que fournit le législateur, éventuellement à alerter si la situation se dégrade. La Cour des comptes le fait, c'est son rôle. Nous l'avons fait aussi, et cette situation, effectivement, qui se dégrade, elle peut aussi se dégrader parce que, par exemple, une plateforme Salto s'est arrêtée du fait du retrait des partenaires avec lesquels elle était engagée. C'est une des raisons de la dégradation de la situation financière. Elle peut aussi s'expliquer par le fait qu'il y avait en 2023 ou 2024 des perspectives pluriannuelles de financement qui se sont, comme l'ensemble des finances publiques finalement, assez fortement retournées pour des raisons légitimes. Mais ça peut déséquilibrer et fragiliser. Et dans ces cas-là, c'est aussi notre rôle de le faire, comme d'inviter à des coopérations plus renforcées entre les différents acteurs de l'audiovisuel public, ou encore, puisqu'on nous interroge sur le rôle de l'ARCOM, de donner, lorsque nous nommons une dirigeante ou un dirigeant, de lui donner une feuille de route en l'invitant, par exemple, à procéder aux réformes internes, en l'occurrence du cadre social, ce qu'on a retrouvé ensuite dans le rapport de la Cour des comptes. Examiner l'impartialité, alors pour répondre à deux questions qui ont été posées, examiner l'impartialité ou se donner les moyens de l'examiner mieux, ça ne veut pas dire aujourd'hui qu'il y a des fautes, ça veut dire que cette question n'est pas examinée en tant que telle, qu'on s'est sans doute focalisé depuis 40 ans, depuis la fin de l'ORTF, sur l'indépendance, et qu'aujourd'hui la question c'est peut-être plus ou autant la question des gages que l'on donne et d'une forme d'impartialité et d'appartenance commune à tous. Ça ne veut pas dire qu'on doit être instrumentalisé, ça ne veut pas dire qu'il y a des fautes, ça veut dire qu'il faut qu'on montre aussi au public qu'on s'en préoccupe. Et à mon sens, c'est pour le coup une responsabilité qui est propre au service public, parce qu'il appartient à tous. Ce qui ne veut pas dire que les chaînes privées n'ont pas d'obligations, elles ont des obligations de pluralisme dans les conditions que j'ai précisées. Conditions, alors il y a eu des saisines, il y a eu une récente qui a été annoncée publiquement par RSF. Nous verrons, nous nous prononçons pour répondre à une autre question sur saisine, parce que si nous nous prononcions nous-mêmes, on pourrait nous reprocher de choisir nos cibles. Donc nous le faisons quand nous sommes saisis dans le cadre de la collégialité de l'ARCOM. Sur les vidéos et les conditions de captation, je l'évoquais rapidement, les propos les plus, je dirais, ceux qui ont jeté le trouble et qui étaient les plus problématiques ont été reconnus par leur auteur. Donc même si les conditions de captation peuvent être sujettes à débat, en tout cas, ça a fondé les décisions qui ont été prises ensuite. Sur Monsieur Zuckman, là aussi, si nous sommes saisis, nous regarderons s'il y a une présentation insuffisamment équilibrée des points de vue sur un sujet qui était au cœur de l'actualité, mais nous pouvons absolument regarder la question si nous sommes saisis. De manière générale, la question de la déontologie et puis de la protection des agents, des journalistes a été posée. Là-dessus, deux réponses. D'une part, c'est que la capacité ou la volonté des journalistes en France à se doter d'un organe un peu commun, soit pour la télé, soit pour l'ensemble des journalistes de déontologie, elle est quand même très faible. Ça fait des années et des années qu'ils en parlent, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un conseil de presse comme ce qui existe en Belgique. Et franchement, c'est un choix qui leur appartient. Ce qui ne veut pas dire que... Et c'est un peu, ça peut être l'intérêt aussi de comités d'éthique qui, au terme de la loi EGI, pourront accueillir des représentants des rédactions. Ça ne veut pas dire que ces questions, justement, d'impartialité ne doivent pas être traitées quelque part et que, pour le service public, on se dote de structures ou d'organes qui permettent de les traiter. Alors, sur, oui, la question que vous avez posée sur une question qui est souvent assez... Monsieur Laugier, pardon. Sur les relations entre un journaliste et une personnalité politique, c'est une question, je crois, qui est aussi ancienne que la vie politique, en tout cas depuis qu'il y a des médias audiovisuels. Il y a jusqu'à présent une pratique assez constante, assez courante depuis en tout cas 10-15 ans, qui est que lorsque une personnalité est candidate, son conjoint, s'il exerce une fonction
à l'antenne se met en retrait, ça a été fait. Je crois que c'est un équilibre aujourd'hui qui est perçu comme acceptable. Ce n'est pas à nous de le fixer forcément, ça peut être l'objet d'un questionnement. Je pense que c'est quelque chose qui a forcément eu lieu comme questionnement au moment de choix de recrutement. Après, vous conviendrez qu'il s'agit de trouver un équilibre entre les apparences et l'apparence d'impartialité en l'occurrence, et le droit de deux conjoints à exercer chacun un parcours professionnel. Donc il faut trouver le bon équilibre. Sur W9, puisque la question a été posée, effectivement, on a une émission assez proche de celle qui avait suscité beaucoup de sanctions et qui n'était pas sans lien avec la décision que j'ai évoquée tout à l'heure. Si nous sommes saisis et s'il y a des manquements aux obligations conventionnelles de W9, nous en tirerons les enseignements. Ce n'est pas le cas pour le moment. Karine Daniel a évoqué l'importance, entre autres outils de régulation du numérique et d'appropriation par les citoyens, de reprise en main par les citoyens de leur destin numérique. L'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique sont évidemment un chantier extrêmement important. C'est dans nos priorités à l'ARCOM parmi d'autres. Ça doit engager l'ensemble des acteurs qui y sont concernés. De même, puisqu'on parle de coopération avec les acteurs sur cette ambition démesurée qu'est la régulation du numérique, démesurée mais pas inatteignable, sur les plateformes comme Catherine Morin-Desailly l'a suggéré, il faut que nous auditionnions les plateformes, c'est ce que nous allons faire pour enquêter sur la façon dont elles se conforment en France, pour le public français, aux obligations définies, par exemple, dans les lignes directrices, et que cela puisse, le cas échéant, alimenter les travaux de la Commission. Autre sujet de coopération, Al Jazeera, la diffusion en ligne de contenus potentiellement illégaux. Là-dessus, c'est quand même, nous n'avons pas de compétences pour faire cesser la diffusion d'un média en ligne illégal, mais la justice, si elle constate que des propos le sont, peut intervenir. Je pense sous votre contrôle. Et sur Bounty, c'est vrai que quand on a un site qui s'appelle Coco, qui est fermé pour des raisons, pour des faits de pédopornographie, et qu'on voit réapparaître un site qui s'appelle Bounty, on a le sentiment qu'il y a une forme de continuité de marque. Ensuite, les dirigeants de Bounty eux-mêmes protestent de leur volonté de mettre de l'ordre. On n'a pas, en tout cas, on n'est pas en situation de pouvoir les fermer a priori. Il y a, je crois, la justice regarde attentivement ce qui passe sur ce site. On est extrêmement vigilant. On pose des questions sur leurs moyens de modération, comment ils s'assurent que des contenus illicites ne sont pas présents. Donc c'est le dialogue que nous avons engagé avec eux, en lien avec les associations. Il n'y a pas eu à ce jour de mise en évidence de faits concrets, à ma connaissance, qui puissent leur être opposés, mais ça fait l'objet d'une vigilance très forte, ne serait-ce que par la continuité de dénomination un peu apparente entre ces sites. Voilà. Mais en même temps, la liberté de communication fait qu'on ne peut pas a priori faire un procès d'intention à un acteur qui indique qu'il veut se mettre en conformité avec la loi, tout en exerçant. C'est une question plus générale que nous devons arriver à régler par plus de moyens, plus de mobilisation collective. C'est l'ensemble de ces acteurs qui ne sont pas des très grandes plateformes, qui peuvent intervenir, qui peuvent poser des risques majeurs pour la société et pour les enfants, qu'on arrive à les identifier, à les repérer, à faire remonter les signaux faibles et ensuite à être actifs de manière coordonnée entre tous les acteurs. Sur le piratage, c'est évidemment un sujet qui nous préoccupe beaucoup. C'est pour ça que je l'ai signalé à la fin de mon propos, même s'il était déjà un peu trop long pour développer. Un chiffre, nous avons depuis le début de l'année 2025 5000 blocages, soit la moitié de tout ce que nous avons fait depuis 2022, année où la compétence nous a été confiée. Aujourd'hui, nous avons fin mai 2025, trouvé un accord entre les FAI et les ayants droit pour mettre en place les conditions du blocage IP, pour avoir ensuite le blocage en temps réel. On a besoin que votre proposition de loi soit promptement votée par vos collègues de l'Assemblée nationale. Voilà, je pense avoir... Oui, le dernier point, sur l'accessibilité, pour laquelle nous avons beaucoup de missions, et sur l'accessibilité des livres notamment. Oui, nous avons parfois des petits éditeurs qui ont des difficultés à se conformer aux règles édictées dans l'intérêt commun d'accessibilité
de leur catalogue. On est en dialogue pour essayer d'être aussi compréhensif que possible avec les plus petits éditeurs. Je vois Laure Darcos, je n'ai pas répondu à ces questions sur la radio, mais nous sommes aussi... À la fois, il faut que la télévision puisse avoir accès au marché publicitaire qu'aujourd'hui les GAFAM, comme on dit, les grandes plateformes accaparent, tout en gardant la vigilance pour les radios indépendantes, pour la presse aussi, qui bénéficient des secteurs qui sont aujourd'hui protégés. Ma crainte, c'est que ce que nous protégeons, même si c'est vital pour la démocratie, en valeur, en budget publicitaire, soit beaucoup plus réduit que les masses considérables que les acteurs numériques arrivent à accaparer. Mais c'est un débat qu'on doit avoir, pour le coup, qui relève du gouvernement largement, puisque c'est le pouvoir réglementaire sur la publicité. Merci, Monsieur le Président, pour ces réponses précises aux nombreuses questions et surtout aux perspectives de travail que vous avez dessinées et sur lesquelles, bien sûr, nous serons très attentifs pour pouvoir aussi bâtir notre programme de travail par rapport à ce qui sera mené au niveau de l'ARCOM. Merci beaucoup. Voilà donc pour cette audition du président de l'ARCOM. Plusieurs thèmes brûlants étaient à l'ordre du jour, vous l'avez entendu, notamment celui de la situation de l'audiovisuel public. On enchaîne tout de suite par une autre audition, toujours organisée par la Commission de la Culture. Il s'agit d'une table ronde qui a eu lieu la semaine dernière, consacrée à la situation financière très fragile des festivals. On file en audition et puis on en reparle juste après. Je suis donc directrice générale d'Ecocène. Ecocène, c'est une organisation professionnelle, une organisation patronale du spectacle vivant privé, la première sur le champ du spectacle vivant privé. Nous regroupons depuis le 1er janvier 2024 les acteurs de la musique, des musiques actuelles, du théâtre privé et des cabarets. Quelques 500 producteurs de spectacles, des producteurs de spectacles, des diffuseurs installés en région, des salles de concert, tout le réseau des zéniths, mais également de salles privées, des cabarets, des théâtres privés parisiens et en région. Donc, Ecocène, plus précisément sur la question des festivals, nous représentons 137 festivals qui sont installés sur tout le territoire. Ces 137 festivals sont organisés par 99 entreprises adhérentes d'Ecocène, qui sont spécialisées ou non dans cette activité, dont le chiffre d'affaires cumulé s'élève environ à 830 millions d'euros pour cette activité festivalière. Alors, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, année après année, les saisons des festivals se succèdent et mettent en exergue les mêmes difficultés que vous avez parfaitement rappelées et résumées. Et je pense que nous allons poursuivre aujourd'hui par le même constat, le constat d'une fragilisation globale des modèles économiques des festivals qui est aujourd'hui largement partagé. Comme vous l'avez dit, nous progressons en revanche en études, puisque désormais il y a des études barométriques qui sont publiées chaque année, notamment celle dont vous faisiez état et qui va prochainement être de nouveau mise à jour avec le ministère de la Culture, le CNM, et auquel Ecocène, France Festival et le SMA contribuent. Donc les résultats seront rendus publics en octobre 2025, donc le mois prochain. Mais pour le moment déjà, nous avons des tendances en tout cas auprès de nos adhérents festivals, qui ne font que confirmer ce que nous constatons depuis un certain nombre d'années. Sur les 105 adhérents qui nous ont fait des retours, 83% de nos adhérents ont connu des difficultés financières sur l'édition 2025, en dépit d'un remplissage plutôt positif. 48% ont connu des difficultés liées à la programmation artistique, et 17% ont connu des difficultés liées à des aléas climatiques. Et sur la programmation artistique, les difficultés viennent aussi, et c'est presque désormais peut-être la vraie grande nouveauté, de pression extérieure dont nous pourrons, je pense, parler avec les problématiques de liberté d'expression. Alors, quelles sont les causes? Vous les avez rapidement rappelées, mais ce sont toujours les mêmes. Elles ne font que s'accentuer. Des coûts en augmentation. Les coûts, bien sûr, n'ont absolument pas baissé, même si l'inflation n'est plus ce qu'elle était il y a quelques années. Tout poste de coût d'un festival augmente de façon continue et depuis 5 ans. Les salaires, les matériels, les prestations techniques, les frais de location, d'aménagement des sites, les achats de bars, les restaurations, le catering, le coût assurantiel, les frais de sécurité, ça n'a eu de cesse d'augmenter, ça ne baisse absolument pas, puisque, comme vous le savez, faire une édition de festival, c'est sortir une ville de terre chaque année. Donc, effectivement, ce sont des coûts très importants. Mais une des augmentations les plus impactantes est celle du prix des contrats de cession des spectacles, notamment pour les têtes d'affiche, un sujet dont on a beaucoup parlé, dont on continuera de parler, consécutif à une hausse généralisée des prix des cachets, déterminée dans un écosystème beaucoup plus vaste et international de surcroît.
dans lesquelles les festivals sont finalement en bout de chaîne. Et je tiens à insister sur ce point. Et il est essentiel en effet de souligner que les festivals se situent au bout de cette chaîne. C'est un élément d'une tournée, un festival, une date de festival, et qu'une politique publique qui n'adresserait que ce dernier maillon pour agir sur les cachets serait, selon notre analyse, vouée à l'échec. C'est un problème beaucoup plus global qui mérite d'être analysé à l'échelle de la filière et non pas seulement à l'échelle du secteur du live. C'est vraiment la question de l'économie de la musique qui s'est beaucoup transformée depuis la crise du disque au début des années 2000, qui a abouti à un changement important dans les pratiques, mais également dans les revenus des artistes. Si la musique enregistrée a réussi sa transition numérique et renoué avec sa croissance, ce dont on peut tous se féliciter, avec l'avènement de l'abonnement auprès des plateformes, qui aujourd'hui affichent même des chiffres positifs en indiquant qu'elles sortent des périodes difficiles, une grande majorité d'artistes, en dehors de quelques esthétiques, n'ont jamais retrouvé le niveau des revenus antérieurs à cette crise de la musique enregistrée lorsque leurs revenus dépendaient des ventes de CD. Artistes français, artistes internationaux, ils dépendent aujourd'hui majoritairement du live, des tournées et donc des festivals qui sont un élément de la tournée, un élément de l'équation dans les revenus des artistes. Et comme l'ont montré multiples études publiées au niveau monde de Goldman Sachs dès 2020. Je trouve que ça, c'est extrêmement important de le souligner ici, que ce qui se passe au niveau des festivals ne doit pas être pris comme un fait isolé. C'est globalement la surface immergée de l'iceberg, mais c'est aussi lié aux tensions que subit le modèle de la production en France, parce que il n'y aurait pas de date en festival s'il n'y avait pas initialement, originellement, un producteur de spectacle qui investit sur un artiste, sur un spectacle, sur une tournée, en France et à l'international, et à l'intérieur desquelles nous trouvons les dates en festival qui sont également essentielles à la découvrabilité des artistes et sur lesquelles nous continuerons donc à nous battre. Donc sur les recettes, après avoir parlé des coûts, quelles sont aujourd'hui les recettes? Bien évidemment, de là où je parle, les festivals adhérents d'Ecosen sont très peu subventionnés. Nos produits dépendent majoritairement des recettes propres, des recettes de billetterie. Donc il faut que le public soit au rendez-vous. Vous l'avez dit, le public reste fidèle au festival. Néanmoins, on en avait parlé l'année dernière et on continue de le constater. On a des enquêtes qui commencent à montrer une certaine désaffection d'un certain type de public qui commence plutôt à privilégier des dates en concert dans une salle type stade ou arena pour être avec leur communauté et accéder au show intégral de leur artiste et non pas à un show monté pour un festival au milieu d'autres artistes et au milieu d'un autre public qui ne leur ressemble pas, qui n'est pas leur communauté. C'est ce qu'on appelle un signal faible qu'on est en train d'analyser avec nos organisateurs de festivals parce qu'effectivement, c'est un fait aujourd'hui. Il y a un soutien du public, mais en même temps, des éléments qu'il faut prendre en compte. Sur l'augmentation des prix, nous, on constate une augmentation modérée des prix, qui n'est absolument pas en phase avec l'augmentation des coûts, de plus à 30 à 40% pour les coûts, et on a augmenté depuis 2-3 ans, plus 4 à 5% des prix des passes pour accéder à un concert. Donc effectivement, ces recettes restent... c'est ça l'effet ciseau, c'est qu'on a une courbe de dépenses qui augmente beaucoup plus vite que les recettes. Vous l'avez dit également, une multiplication des aléas climatiques qui fragilisent le modèle, avec effectivement une récurrence, une sévérité croissante de ces aléas climatiques qui soulèvent des questions sur la pérennité des festivals et une grande incertitude sur la capacité encore à pouvoir trouver une assurance et également la question du coût des assurances. Alors le dernier point, quels sont les leviers actionnables par les pouvoirs publics pour accompagner ces festivals dans cette période de tension? Eh bien évidemment, nous avons la question première de notre établissement public, le Centre national de la musique, des recettes de cet établissement qui dépendent des taxes, notamment la taxe sur la billetterie de spectacle, payée par les acteurs du spectacle vivant musical et de variété, et dont le problème, c'est qu'elle est plafonnée. Cette taxe est en croissance, eu égard à la croissance de l'activité, mais cette taxe est plafonnée. Et l'année dernière, c'est près de 5 millions d'euros qui ont été écrétés au profit du budget général de l'État. Je pense qu'ici, nous serons tous d'accord pour dire que c'est une mesure absolument illégitime, un plafonnement injuste et injustifié. Et un plafonnement injuste lorsqu'on sait que le grand établissement à côté du CNM, qui s'appelle le CNC, voit toutes ces taxes non plafonnées. Donc aujourd'hui, nous revendiquons et nous demandons un déplafonnement de cette taxe fiscale, surtout à un moment où on doit aborder toutes ces crises, et on parle ici de la crise festivale. Nous ne comprenons pas le détournement du budget de l'État des recettes issues de taxes sectorielles. Je vous rappelle que, à l'origine de cette taxe sur la recette sur la billetterie de spectacle, c'est une surtaxe voulue par les professionnels pour des professionnels. Il est donc illégitime qu'elle soit écrêtée au profit du budget général de l'État.
Et de manière indirecte également, on aura une attention toute particulière au crédit d'impôt spectacle vivant, parce que pour que les festivals aillent bien, il faut aussi que la production soit soutenue, et le crédit d'impôt est ce qui permet aux producteurs de prendre un risque sur des artistes en développement qui ensuite font des dates en festival. Donc ce sont les leviers. L'autre levier, effectivement, et vous l'avez dit, l'absorption de l'inflation des coûts, le réalignement avec les attentes des différents publics ou le développement des nouveaux partenariats relève clairement de la stratégie économique et artistique des entreprises. Nous n'attendons pas ici des pouvoirs publics qu'ils décident pour nous. C'est un travail que les professionnels mêlent. En revanche, nous attendons un cadre législatif et réglementaire qui évite des contraintes inadaptées, disproportionnées, mettant en péril la situation des événements en plein air. Et là, vous en avez parlé. Je ne vais pas revenir ici en détail sur la problématique de la réglementation sonore. Oui, il y a des réunions interministérielles, mais nous sentons qu'il va être difficile d'aboutir à quelque chose rapidement, et ça c'est un sujet. Il n'est pas possible que nous ayons de nouveau cette épée de Damoclès sur la tête des festivals sur l'édition 2026. Il y a la problématique de la réglementation des ensembles démontables, autre texte extrêmement technique, issu d'un arrêté de juillet 2022, pensé sans le secteur qui le subit en premier lieu. Là aussi, nous faisons partie du comité de veille, du comité de suivi de ce texte au sein du ministère de l'Intérieur, mais il est extrêmement difficile de faire bouger également les lignes de cet arrêté, qui est une nouvelle contrainte réglementaire qui pèse sur nos festivals. Et voilà ce que je voulais dire rapidement. Désolée, j'ai sans doute été un petit peu longue. Merci à vous. Merci, Madame la Directrice Générale. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, au nom des coprésidents de Scène Ensemble, Céline Porte et Vincent Rocheléca, je vous remercie de cette nouvelle réunion qui nous permet de rappeler l'importance des festivals dans le paysage. Je voudrais appuyer en préambule sur ce qui a été dit par mes collègues, sur le biais de division qu'on peut avoir quand on observe la question des festivals. Les festivals sont un maillon essentiel d'un système plus large. Donc voilà, je pense qu'on gagnerait aussi à faire ce focus arrière. J'abonde dans ce sens-là. Scène Ensemble représente 500 adhérents sur l'ensemble du territoire hexagonal et outre-mer, un peu moins d'une centaine de festivals, de services publics, de musique majoritairement, mais aussi pluridisciplinaires, implantés en métropole, en territoire périurbain, en ruralité, en montagne, un peu partout, qu'ils soient adossés à une structure de type centre culturel de rencontre ou scène pluridisciplinaire ou pas. Vous nous avez enjoint à la concision, donc je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. Je laisserai aussi le soin à France Festival d'apporter un premier bilan de l'édition 2025. La saison des festivals est toujours en cours pour nous, très largement sur cet automne. Je voudrais simplement me contenter de rappeler que notre bilan global est le suivant. L'érosion économique des festivals persiste et leur fragilité est désormais structurelle. Et enfin, l'agilité qui est déployée par nos adhérents empêche un effondrement et une disparition des festivals sur les territoires, mais au prix d'un risque constant de rupture, qu'elle soit humaine, on commence à vraiment le voir dans les équipes, économique et aussi artistique. On a 3 indicateurs, outre les questions d'observation des festivals particulièrement, mais qui nous remontent et qui nous inquiètent à l'égard des festivals. La première, c'est que notre collège festival nous fait remonter qu'il y a de plus en plus de difficultés à accueillir des grandes formes, des grands plateaux, et c'est une menace sur ce qu'on est capable de présenter au public en termes de diversité, j'insiste, en termes de format. Le deuxième, on est aussi évidemment, comme nos collègues administrateurs, des organismes sociaux du secteur, et on commence à avoir quelques indicateurs poindre sur le fait que les cotisations sociales ne sont pas toujours réglées et qu'un certain nombre de contentieux commencent à être lancés, en tout cas de recouvrement, de procédures de recouvrement, ce qui doit nous alerter pour les festivals et pour l'ensemble du monde culturel. Et puis enfin, notre cellule juridique nous fait remonter une saisine particulièrement importante sur un accompagnement pour des ruptures conventionnelles, pour des licenciements économiques, voire pour un modèle auquel nous n'aspirons pas, c'est-à-dire le non-remplacement d'emplois au profit de prestations. Donc ça doit vraiment nous inquiéter. Les festivals tiennent, mais ils tiennent au prix de cette érosion qui va nous mener bientôt à une rupture. On aura sans doute l'occasion dans nos échanges de se parler du projet de loi de finances, évidemment, des questions de fonds PEPS, des plafonnements de la taxe, fonds festival. Je n'y reviens pas dans cette introduction.
Je voudrais simplement dire qu'on est dans une période d'incertitude prolongée. Le discours qu'on tient aujourd'hui et qui est maintenant établi par les observations, on le tient depuis près de 3 ans, peut-être même plus. Donc il y a une sensation un peu désagréable de devoir rappeler à quel point on arrive au point de rupture. Je voudrais me faire cet écho parce qu'on le ressent très fort dans les discussions avec nos adhérents, mais c'est peut-être aussi, dans ce temps maudit, l'occasion de se poser la question de ce qu'on veut comme politique publique robuste, à un moment où notre pays fait aussi face à un certain nombre de divisions, tout simplement pour garantir un avenir aux festivals dans leurs dimensions les plus diverses. Notre propos, c'est pas d'opposer les grands festivals et les petits festivals, les festivals de photos, les festivals de musique. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut comme écosystème qui soit robuste, et ça veut dire un écosystème qui soit divers. On demande 3 choses. Le premier, c'est de réinstaller un partenariat qui soit durable, qui soit basé sur un pilier triple: la confiance, la stabilité et la visibilité. La confiance, c'est reconnaître la capacité des acteurs à faire leur travail, c'est-à-dire leur dire quel impact on veut avoir sur un territoire, sur une population, dans une politique culturelle globale, et de laisser faire ces acteurs. La seconde, c'est la stabilité, c'est offrir un cadre juridique et financier qui soit stable. On est depuis 5 ans dans des cadres qui bougent en permanence et qui nous fragilisent. La troisième, donc la visibilité, c'est justement la visibilité sur les dispositifs de soutien. C'est revenir à une vision politique, sinon budgétaire, pluriannuelle, avec une programmation ambitieuse de ce qu'on souhaite pour les festivals, y compris dans la dimension de AC. Ça a été soulevé. Ça devient intenable de faire 10 appels à projets pour pouvoir faire ces missions de service public. La deuxième chose qu'on demande, c'est de revoir les modes d'observation et d'évaluation des festivals. Aujourd'hui, on a une évaluation qui est essentiellement quantitative, économique, qui est importante, qu'on doit avoir, mais on souhaite aussi rappeler qu'un festival, c'est une manière d'habiter un territoire autrement. C'est créer une communauté éphémère qui partage des choses, et c'est un temps un peu suspendu. Et dans cet extraordinaire naissent des coopérations, des impacts territoriaux, de l'engagement, de la cohésion, et ça, on l'observe encore trop peu, ce qui nous rend un petit peu impuissants à défendre les festivals de territoire. Donc vraiment réinterpeller cette question de l'économie, de la relation et de la coopération. Troisièmement, et c'est peut-être le point le plus important, réarticuler une vision et un cadre d'action qui soit partagé pour les festivals. On est à un moment charnière pour repenser la place de chacun, l'État, les collectivités territoriales dans leurs différents niveaux d'intervention, les professionnels, dans un édifice de politique publique de festival global. Il n'y a aucun endroit où on se rencontre pour se dire quelle est notre vision politique. Et après, on pourra parler du budgétaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on espère pour une politique publique des festivals qui soit réellement partagée. On est à l'heure où certaines régions quittent les COREPS, se désengagent. On est à l'heure où certains départements n'ont plus les moyens de faire face à leurs compétences obligatoires. Voilà, réinterroger la place de chacun, la compétence et la participation, y compris financière, de chacun, est importante. Ça se posera de manière budgétaire tout de suite dès 2026, puisqu'on a les plus grandes inquiétudes sur ce budget. Mais sans ces 3 grands chantiers, on continuera à écoper avec un dé à coudre. Les festivals sont une opportunité de recréer de la proximité, à un moment où une partie de notre population se sent éloignée du service public, avec un sentiment d'isolement, sinon de relégation, notamment dans certains territoires périurbains et ruraux. Les festivals sont porteurs de ces missions de service public et de cet engagement à être ensemble. Donc voilà, ce sont des catalyseurs de participation citoyenne, d'engagement, de partage, de démocratie. Et si nous ne prenons pas politiquement la mesure de cela, si nous ne sommes pas capables de poser un agenda politique avec des intentions partagées, et donc après de pouvoir discuter d'un cadre budgétaire, d'autres se chargeront de le faire pour nous avec des visées peut-être plus identitaires, et ils sont déjà là. Voilà donc pour cette audition organisée par la Commission de la Culture. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information politique continue sur notre antenne.